attend qu'il soit 16 heures. Voilà, bienvenue à vous. Nous sommes à notre rendez-vous tant annoncé. Nous sommes aujourd'hui avec le directeur du contrôle financier de Côte d'Ivoire. Comme à nos habitudes, on va donner peut-être juste 2 minutes au retardataire, mais les autres vont nous prendre en cours. De toute façon, ils auront la possibilité de revoir la vidéo en replay. Alors, est-ce que ceux qui se connectent et ils peuvent nous préciser leur pays déjà? Je voudrais m'assurer aussi qu'on m'entend. En commentaire, précisez-moi le pays. Ça nous permet donc d'attendre les 2 minutes. Le Mali, ok, bienvenue au Mali. Voilà, faut que tu laisses. Côte d'Ivoire, Togo, super. Évidemment, Côte d'Ivoire. En principe, Côte d'Ivoire est d'autres nombreux parce que les différents portefeuilles ont reçu. Il y a la coordination du portefeuille CDD qui a envoyé le mail. Ok, nous sommes reçus 5 sur 5, c'est bon. Voilà. Ok, on va commencer. RDC, bienvenue. Alors, nous, on va commencer. Et puis, les autres vont revoir, vont nous prendre en cours. Aujourd'hui, nous avons vraiment l'honneur d'être reçus par une autorité, on va dire, de notre pays. C'est le directeur du contrôle financier de Côte d'Ivoire. Il se nomme Nda Kakou Joseph Ange. Alors, vous comprendrez pourquoi je dis que c'est un honneur, parce que au-delà de la fonction, c'est une tête bien faite et bien pleine. Bien entendu, il est diplômé du cycle supérieur de l'ENA de Côte d'Ivoire. Il est administrateur en chef des services financiers. C'est un autre niveau en fait. Quand on sort de l'ENA, on est administrateur des services financiers. Après, il y a des grades, il y a des niveaux. Il est donc administrateur en chef des services financiers. Il est commandeur de l'ordre du mérite de la fonction publique. Très souvent dans mes lives, j'encourage les uns et les autres à se former. Vous allez comprendre tout à l'heure que M. Nda me donne parfaitement raison. Avant donc de venir sur ce point précis, après sa maîtrise en droit, bien entendu, il a présenté le concours de l'ENA et donc les diplômés du cycle supérieur de l'École nationale d'administration, option finance générale. Il a été deuxième de sa promotion. Donc je ne vais pas revenir sur les questions de licence et tout ça parce que si on a la maîtrise, on a fait la licence. Mais je précise que c'est carrière entreprise. Et il a fait beaucoup de formations. Il a des certificats, notamment le certificat sur la programmation et politique financière, le certificat public AMP, Public Advanced Management Program, de MDA. Alors tout à l'heure je disais que non seulement il est directeur, mais comme bien entendu il a envie de se bonifier, M. Nda Kakou est actuellement Executive Doctorate in Public Affairs, donc un doctorat dont la thèse est en cours de rédaction avec l'Université Paris-Dauphine. Voilà, le cours est achevé et il est en préparation de sa thèse. Mais il ne s'arrête pas là. Il est aussi en instance de soutenance du MBA Finance à l'Institut des hautes finances. C'est le Paris Master Finance avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Voilà. Donc le mémoire aussi est rédigé en instance de soutenance. Et puis en plus, on a le Master 2 droit des affaires, Université de Cocody. Donc comprenez que les choses ne descendent pas du ciel comme ça. Voilà. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Il faut se donner les armes. Parce que quand Dieu veut te bénir, il te demande qu'est-ce que tu as entre les mains. Donc il se donne suffisamment d'éléments. Merci beaucoup à vous, monsieur le directeur, de nous recevoir aujourd'hui. Au-delà donc de ces diplômes, ou alors avec ces diplômes, il a un très bon cursus en termes d'expérience professionnelle.
Il est le directeur du contrôle financier depuis novembre 2016. Bien avant ça, il a occupé beaucoup de responsabilités, notamment à la direction générale du budget de l'État, où il a été sous-directeur des EPN. Il a été coordonnateur du comité de contrôle. Alors la liste est assez longue. Voilà. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est juste pour vous dire qu'on ne se retrouve pas aux places juste par coup de magie, par coup de baguette. Hein. Il y a du travail à faire et puis il y a des étapes, n'est-ce pas, à franchir. Alors, en termes de distinction, je voudrais quand même revenir aussi sur ça, pas seulement les diplômes, parce qu'on reconnaît, n'est-ce pas, ta valeur par les distinctions. Il est commandeur de l'ordre du mérite de la fonction publique. Il a aussi il a eu le prix de bonne gouvernance, de la performance et de l'efficacité du contrôle financier en 2021. Félicitations, je ne savais pas ça. Il a eu le prix étoile du grand contrôleur financier performant le 5 novembre. Alors, le commandeur de l'ordre du mérite de la fonction publique, donc ça c'est l'État de Côte d'Ivoire, le prix de bonne gouvernance décerné par l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance. Le prix étoile du grand contrôleur financier performant décerné par Grace Mondial Group dans le cadre donc de la nuit des étoiles des entreprises d'Abidjan. Il est Oscar de la performance économique. Juste pour vous dire que c'est quelqu'un de valeur qui nous fait donc le plaisir et l'honneur d'être reçu aujourd'hui. Alors, la présentation d'aujourd'hui va toucher un aspect assez important, assez crucial dans la réussite donc de la gestion des projets. L'objectif, le but, n'est-ce pas, de ce live d'aujourd'hui, c'est de faire découvrir la fonction de contrôleur financier. Parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à cette fonction, même pour ceux qui travaillent dans les équipes de gestion des projets, à plus forte raison ceux qui sont hors, notamment les entreprises, d'autres prestataires. Donc il est important de faire découvrir. Aujourd'hui, nous sommes, en tout cas en Côte d'Ivoire, dans une dynamique, l'État de Côte d'Ivoire est dans une dynamique, n'est-ce pas, de se rapprocher de la population, de faire connaître et d'une dynamique de transparence. Donc il est très bon de faire découvrir donc cette fonction avec pour objectif de faciliter les relations de travail entre les UCP, les contrôleurs financiers et même les bailleurs. Parce qu'il y a des bailleurs qui ne comprennent pas certaines choses, alors que c'est une fonction essentielle. Je sais de quoi je parle, j'ai été DAF, j'ai été coordonnateur, je le suis encore à mes moments prévus. Mais c'est une fonction assez essentielle. Et puis, bien entendu, au-delà de ça, susciter aussi des vocations au sein des cadres africains. Voilà, donc je viens de vous présenter M. Ndakakou Joseph Ange. Je vais procéder à des questions, je vais lui poser des questions. Monsieur le directeur, vous allez vraiment prendre votre temps pour répondre à ces questions. On a vraiment le temps. Je pense que les gens attendent ça et ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Et bien entendu, pendant qu'il répond aux questions, si vous avez vos questions, vous pouvez les poser. Tout à l'heure, je vais les passer en revue. Et puis, voilà, lui poser les questions que vous aurez posées. Monsieur le directeur, je vais simplement vous demander de présenter le contrôle financier. Qu'est-ce qu'il faut entendre par contrôle financier? D'accord, ok. Donc, merci Monsieur Pamba. Merci de l'opportunité que vous m'offrez, mais surtout que vous offrez à la direction du contrôle financier pour se présenter. C'est avec plaisir que j'ai reçu votre invitation et comme je le disais dans les stratégies que nous déployons, pour compter de la gestion 2022, nous avons prévu mettre en œuvre notre plan de communication. Parce que bien évidemment, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a besoin de faire connaître le contrôle financier, il y a besoin de faire connaître la fonction qui est la nôtre. Et donc, ce que je pourrais dire, pour parler du contrôle financier, je vais dire que le contrôle financier est une très vieille administration parce que nos recherches nous ramènent à 1907. Donc un décret du 22 février 1907, lequel a institué un contrôle financier auprès du gouverneur de l'Afrique occidentale française. Si nous regardons l'actualité, lorsque je vais prendre les directives de 2009 qui ont été prises dans notre zone, c'est-à-dire la zone UEMOA, ces directives-là également ont consacré, je vais dire, la présence du contrôleur financier et son action dans la chaîne de la dépense publique. Donc pour dire que de 1907 à 2009 et de 2009 à aujourd'hui 2022, le contrôle financier existe dans la chaîne de la dépense publique. Bien évidemment, nous avons une position pivot. Une position pivot dans la dépense. Nous recevons des acteurs et nous faisons un retour à l'acteur qui nous a transmis la documentation ou à l'acteur suivant. Ce qui fait qu'on n'a pas toujours jugé utile, je vais dire, d'insister sur la communication. Mais en fait, je pense qu'à la faveur de la réforme budgétaire et des nouvelles missions
qui nous sont assignés, il s'avère de plus en plus important de communiquer. Donc, le contrôle financier aujourd'hui, c'est une administration en Côte d'Ivoire qui couvre tout le territoire national. À Abidjan, nous avons 6 sites, puisque le site principal dans lequel nous sommes n'arrive pas à absorber tous les contrôleurs financiers. Donc, nous occupons 6 sites au niveau d'Abidjan et nous sommes dans toutes les localités, je veux dire, de la Côte d'Ivoire. Et à la faveur de la réforme, il est prévu que nous nous déportions sur les représentations à l'extérieur, mais ça se fera dans le processus progressif. Nous sommes 771 agents à la direction du contrôle financier, avec à la tête un directeur, 70 contrôleurs financiers. Nous avons au moins 131 chargés d'études, 89 chefs de service, 3 sous-directeurs, 181 agents vérificateurs. Nous avons une 80aine d'agents qui nous viennent de différentes autres corporations. Nous avons des ingénieurs, nous avons des informaticiens, nous avons des statisticiens, nous avons des géographes à la direction du contrôle financier, nous avons des opérateurs de saisie, surtout au niveau de notre service GED et de nos services d'archivage. Donc, voici ce que je puis dire globalement concernant la première présentation sommaire de la direction du contrôle financier. Monsieur le directeur, merci. Je voulais répondre sur 2 choses. Vous avez dit 6 sites. Si. Et de quels sont les 6 sites? Est-ce que vous êtes représenté sur tout le territoire? Oui, nous sommes représentés sur tout le territoire national, mais au niveau d'Abidjan, les contrôleurs financiers sont dans 6 bâtiments différents. 6 bâtiments différents. Voilà, au niveau d'Abidjan. Alors, on vient d'avoir une expérience vraiment intéressante avec vous aussi dans le cadre du projet Impact Rapide des régions. Et nous avons noté que pour certains contrôles, notamment pour le contrôle des constructions d'infrastructures, vos équipes comprennent souvent donc des ingénieurs. Mais tout à l'heure, je n'ai pas entendu parler des ingénieurs. Si, j'ai trouve que l'idée est formidable. Bon, peut-être que c'est pour revenir là-dessus. D'accord. Voilà. Ok. Allez. Donc, je vais dire, à l'origine, il est dit dans nos textes depuis 1995 que le contrôleur financier peut se faire accompagner de tout sachant et de toute entité technique dans le cadre des contrôles, je vais dire, qu'il réalise. Et à la faveur de notre réorganisation, par l'arrêté 186 du 1er avril 2019, il a été mis en place un service technique. Donc le service technique, il est composé d'ingénieurs. Et nous avons des ingénieurs à la direction du contrôle financier dans différents domaines, des ingénieurs routes, des ingénieurs bâtiments, des ingénieurs en hydraulique, etc. Et pour les travaux ayant un caractère technique, nous nous faisons généralement accompagner de ces ingénieurs-là. Et le nombre de fois qui sont sollicités par les contrôleurs financiers dénote, je veux dire, de l'intérêt accordé par tous ceux-là au service technique. Et comme vous l'avez constaté, dans le cadre du projet Impact Rapide des régions, que vous avez eu l'honneur de coordonner et que j'ai eu l'honneur de contrôler, bon nombre de nos contrôles sont faits avec l'appui des ingénieurs qui permettent, en tout cas lorsque nous faisons nos visas, d'avoir la garantie que les ouvrages réalisés sont des ouvrages de qualité qui répondent aux normes, mais aussi et surtout qui répondent aux dispositions contractuelles entre l'État et son co-contractant, qui est l'entreprise qui a soumissionné, qui a été attributaire du marché. Oui, j'atteste que la présence donc, de ces ingénieurs-là est vraiment une valeur ajoutée. Nous avons eu l'occasion donc de l'expérimenter. Voilà. Alors, monsieur le directeur, alors, de quelle entité relève le contrôle financier dans toute l'architecture de l'administration ivoirienne? D'accord. Donc, merci pour cette question-là qui vient à point nommé et qui va nous faire balayer plus ou moins les différents mouvements institutionnels qu'a connu la direction du contrôle financier. Donc, de 1907 jusqu'à l'indépendance, nous étions rattachés au ministre des colonies et au ministre de l'économie et des finances. À compter de 1961, nous avons été rattachés au ministre des finances, de l'économie et du plan. De 81 à 90, la direction du contrôle financier a été rattachée à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Ensuite, nous sommes redescendus à la primature en 91 au ministère de l'économie. En 93, nous sommes remontés à la primature et à compter de 2001, nous sommes redescendus au ministère de l'économie. Nous avons été également pendant une bonne période à la direction générale du budget et des finances.
Et à compter du 3 novembre, je vais dire 2016, à la faveur du décret portant organisation de notre ministère, nous avons été rattachés au cabinet. À l'époque, c'était le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget du portefeuille de l'État. Et aujourd'hui, c'est le ministre du budget du portefeuille de l'État. Donc ce qu'on va noter, c'est que depuis le 3 novembre 2016, nous sommes rattachés au ministre du budget. Directement au cabinet. Directement au cabinet. Ce n'est plus sous la DGBF. Non, depuis novembre 2016. Oh, ouais, même moi, je n'avais pas cette information, alors qu'on travaille tout ensemble. D'accord, sinon ça fait 5 ans maintenant que nous sommes rattachés au ministre, donc au cabinet du ministre du budget du portefeuille de l'État. C'est qu'il nous vaut d'interagir directement avec le cabinet dans le cadre de notre action. Oh, c'est un bon positionnement. Et alors, je ne sais pas si vous avez répondu à la question, mais je voudrais que vous puissiez revenir un peu sur l'organisation administrative du contrôle financier. Oui, donc merci pour la question. Notre organisation administrative s'est beaucoup plus structurée à partir de 1995. Si nous prenons, bon, j'aime bien regarder l'historique, il faut savoir d'où tu viens. L'histoire pour comprendre le présent. Si. Donc à l'origine, il y avait un contrôleur financier. À compter de 1951, on a eu un directeur du contrôle financier qui avait des délégués. Et puis à compter de 1995, à la faveur du décret 95-121, lequel a porté attribution, organisation et fonctionnement de la direction du contrôle financier, nous avons un directeur du contrôle financier, nous avons des contrôleurs financiers, des sous-directions. Mais cette organisation-là a été définitivement structurée par l'arrêté 186 que j'ai eu à évoquer tout à l'heure de 2019, lequel nous donne la structure ci-après. Nous avons le directeur, nous avons les contrôles financiers. Donc les contrôles financiers sont dirigés par des contrôleurs financiers. Nous avons des sous-directions, nous avons 3 sous-directions à la direction du contrôle financier, une sous-direction en charge du personnel, du matériel, une sous-direction en charge de l'informatique et des aspects archivistiques, une sous-direction en charge de tout ce qui est études et statistiques. Nous avons également des services spécialisés qui sont rattachés au directeur du contrôle financier. Donc nous avons le service des assistants, le service en charge des missions, nous avons le service technique, nous avons le service juridique. Donc ces services-là sont rattachés au directeur. Et puis ensuite, nous avons au sein de chaque contrôle financier, puisque les contrôleurs financiers, ils ont rang de directeur d'administration centrale. Donc, dans les contrôles financiers également, nous avons 2 services et les contrôles financiers sont appuyés par des secrétaires et des chauffeurs. Et nous couvrons, comme j'ai dit, Abidjan, donc c'est les contrôleurs financiers centraux, et nous couvrons tout le territoire national. Nous parlons de contrôleurs financiers locaux. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous, en tant que directeur du contrôle financier, quelles sont vos attributions en tant que directeur? Bon, bien évidemment, en tant que directeur, la première mission, c'est la mission de direction. Donc, je dirige la direction et l'ensemble des services de contrôle financier. J'ai une mission également d'organisation, de contrôle, de coordination, de centralisation de l'action des contrôleurs financiers. On le verra lorsqu'on parlera éventuellement des projets cofinancés. J'organise l'articulation des services du contrôle financier et à cet effet-là, je procède à la désignation des contrôleurs financiers sur les différents ministères et entre autres sur les projets d'investissement. Une mission très importante également, je vais dire que j'ai, c'est la mission d'instruire les litiges. Parce que dans le cadre de notre métier, il se peut qu'il y ait des litiges entre contrôleurs financiers et structures contrôlées. Et donc, en cas de litige, je suis saisi et j'instruis ces litiges-là afin de trouver un dénouement acceptable et heureux pour, je vais dire, les parties en présence. Merci, monsieur le directeur. Tout à l'heure, avant de faire un focus sur le rôle du contrôleur financier donc, dans la gestion des projets, j'aimerais que vous puissiez nous préciser quelles sont les missions du contrôleur financier de façon générale. Je rappelle que vous pouvez, chers amis, managers, poser des questions, vos questions au fur et à mesure. Et juste après, je vais passer en revue dans vos questions et puis monsieur le directeur certainement nous fera l'honneur de répondre à vos questions. Alors, les missions du contrôleur financier de façon générale. Oui, donc si on veut synthétiser
les missions du contrôleur financier, on va dire qu'à la faveur des différents tests que nous avons, on peut noter que le contrôleur financier intervient dans tout le cycle budgétaire. Donc, il intervient à la préparation du budget, il intervient pendant l'exécution du budget, il intervient à la clôture de l'exécution du budget et il intervient aussi à posteriori. Tout à l'heure, nous pouvons regarder peut-être ces aspects de près. On va noter également que le contrôleur financier intervient sur différentes matières. Il intervient sur les dépenses, il intervient sur les recettes et il intervient sur le patrimoine. Donc les dépenses, les recettes et le patrimoine. Et il intervient tant a priori qu'à posteriori. Donc voici ce que je peux dire de manière synthétique sur la présence du contrôle financier dans notre dispositif de gestion budgétaire. Très bien, on va donc faire un focus maintenant sur le rôle, la responsabilité donc, du contrôleur financier lorsqu'il intervient sur un projet de développement. Et c'est que depuis, je ne sais plus quand, 2008, ou même bien avant ça, je crois que ça va de 2008, effectivement, que les contrôleurs financiers, la décision a été prise par le ministre Dibi d'abord. 2004, hein, voilà, d'affecter à chaque projet, n'est-ce pas, un contrôleur financier. Alors, quel est le rôle, quelles sont les responsabilités d'un contrôleur financier qui est nommé donc, pour faire le contrôle sur un projet de développement? D'accord, donc merci beaucoup pour votre question. Donc, je vais noter avec vous 2004, où on a eu une décision d'attente, laquelle a confié le contrôle des projets d'investissement au contrôleur financier. Vous avez parlé également de 2008, en fait, il y a une année assez stratégique. 2008, nous avons eu 3 actes qui ont été pris. Nous avons eu une instruction 028, une instruction 029 qui date du 8 mars 2008. Et puis nous avons eu l'instruction 192 qui, elle, date, je crois, de septembre 2008. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord présenter la gestion budgétaire. Dans la gestion budgétaire, nous avons 3 phases. Nous avons une phase d'engagement, une phase de liquidation et puis une phase d'ordonnancement. Et il s'est trouvé qu'en 2008, il a été décidé à travers l'instruction 028 de mettre les projets en procédure simplifiée. Bien évidemment, l'objectif c'est de chercher la célérité et l'efficacité parce qu'un diagnostic a été fait au terme duquel on a constaté certaines difficultés en matière de mise en œuvre des projets d'investissement. Donc nous sommes partis d'abord de la mise en procédure simplifiée. Qui dit procédure simplifiée dit exécution cumulée de ces 3 phases en une seule fois. Donc ça devrait permettre d'aboutir à la célérité. Mais à cette époque encore, l'exécution devait se faire dans le système intégré de gestion des finances publiques, qui était le CFIP à l'époque, qui était le support informatique dans lequel s'exécutait la dépense publique. Et l'instruction 029, de la même date que l'instruction 028, a prévu la mise en transfert de 3 projets financés par la Banque mondiale, dont le PNGTR, qui regardait voilà, tout ce qui est terroir. Et certainement, bien évidemment, que l'expérience du PNGTR a dû marcher. Et donc, avec l'instruction 192, il a été décidé de mettre tous les projets cofinancés par la Banque mondiale en transfert. Qui dit mise en transfert dit que dans le système d'information, ce que nous faisons, c'est l'exécution des transferts. Donc, c'est des mandats qui sont émis, lesquels mettent à disposition les ressources au profit des projets d'investissement. La bonne conséquence pour ces projets d'investissement, c'est que l'exécution ayant été faite dans le système, les mandats ayant été émis et pris en charge par le Trésor, les ressources leur sont affectées. La conséquence, c'est qu'en fin de gestion, lorsque nous faisons l'arrêté de chiffres pour ces entités, nous pouvons procéder à un report de crédit disponible et mettre en place un budget primitif avec lequel nous pouvons très rapidement ouvrir la gestion budgétaire, tout en rappelant que normalement, les transferts étaient réservés pour des entités qui sont extérieures à l'État, notamment les collectivités territoriales, les établissements publics nationaux, mais cette modalité-là a été mise en place par l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, lorsque nous procédons au contrôle des projets d'investissement, bien évidemment, je voudrais rappeler que tous les projets d'investissement ne sont pas en transfert. On a généralement des projets cofinancés par les bailleurs qui ont une unité de gestion qui est mise en place, qui sont en transfert. Les autres projets sont encore dans le système,
Notre système actuel, c'est le SIGOP, dans lequel l'exécution se fait. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous intervenons aux différentes étapes. Et donc, à la phase de mise en place du budget, nous faisons une mise en place du budget progressive avec ces différents projets qui sont mis en transfert, soit en 2 ou en 1 phase. En 2 phases, lorsque nous positionnons d'abord un budget primitif sur la base des crédits disponibles, ou en 1 phase, lorsque nous avons très rapidement la notification budgétaire, donc nous faisons la sommation des crédits disponibles au thème de la gestion et de ceux de la notification budgétaire. Et donc pendant cette phase, je vais dire de mise en place du budget, le contrôleur financier va procéder à un certain nombre de contrôles, notamment s'assurer de la soutenabilité du projet de budget qui lui est soumis. Qui va dire soutenabilité dira que ce budget-là permet normalement au projet de pouvoir couvrir tous ses engagements durant la gestion. On va vérifier par exemple que les dépenses obligatoires sont couvertes. Qui va dire dépenses obligatoires dira des dépenses qui ont été initiées, les gestions antérieures qui n'ont pas pu se dénouer, mais pour lesquelles un prestataire de l'État a eu à faire des investissements. Donc on se rassure que ces dépenses obligatoires sont prises en compte, on se rassure que les dépenses inéluctables, donc qui sont des dépenses qui doivent nécessairement être couvertes par le projet, telles que les dépenses de personnel, on se rassure que toutes ces dépenses-là sont prises en compte. Donc nous procédons à un certain nombre de contrôles. Nous jetons un œil également sur tout ce qui est plan de travail et budget annuel. Nous nous rassurons que le plan de passation des marchés est disponible, qu'il a été validé par la structure en charge des marchés et qu'il a reçu, lorsque cela exigé, l'avis de non-objection du bailleur. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, nous procédons au visa, je vais dire, du projet de budget, lequel, lorsqu'il est revêtu de celui du coordonnateur, rend ce budget-là exécutoire. À compter de cet instant, nous démarrons l'exécution budgétaire à proprement dit. Et cette exécution budgétaire va se faire par le canal d'ordre de paiement. La mise en transfert des projets d'investissement leur donne l'avantage de fonctionner en procédure simplifiée ou dérogatoire aujourd'hui, ce qui permet de cumuler toutes les phases, je vais dire, de l'exécution de ces projets d'investissement et donc leur donne cette souplesse-là qui devrait aider à améliorer les taux d'absorption de ces projets-là. Et donc, en exécution, le projet émet des ordres de paiement. Lorsque nous recevons les ordres de paiement, c'est là que nous procédons à tous nos contrôles. Donc, lorsque nous sommes en procédure de droit commun, que nous appelions procédure normale à l'époque, nous faisions des contrôles à l'engagement, nous faisions des contrôles à la liquidation, et puis des contrôles à l'ordonnancement. Et donc, tous ces contrôles-là, nous les cumulons en une seule fois. Et donc, quelques points de contrôle, je ne peux pas peut-être tout présenter, mais quelques points de contrôle. On va d'abord vérifier la qualité de l'ordonnateur. Donc, ça, c'est le premier contrôle que nous opérons. Donc, il va sans dire qu'en début de gestion, l'ordonnateur doit être accrédité. Donc, il va nous donner une fiche avec son spécimen de signature pour que lorsque nous recevons les dépenses, nous puissions nous rassurer que ces dépenses sont effectivement émises par le bon ordonnateur. Par exemple, vous, j'ai votre spécimen de crédit qui fait que quand je reçois une dépense, je vérifie que c'est bien vous. C'est vous seul qui êtes habilité à engager l'État sur le projet qui est mis en place et que vous coordonnez. Nous allons vérifier par exemple tout ce qui est légalité, tout ce qui est régularité, parce que la dépense publique s'exécute conformément aux lois et règlements en vigueur dans un État. Donc pour les dépenses que nous recevons, nous nous rassurons que ces dépenses-là sont conformes à toutes les lois et tous les règlements en vigueur en Côte d'Ivoire. Nous pouvons par exemple procéder à la vérification de l'imputation de la dépense. Donc, qui va dire imputation de la dépense va nous ramener aux principes budgétaires, parmi lesquels nous avons le principe de la spécialité budgétaire, qui veut que les crédits soient affectés de manière spécifique. Et donc, lorsque nous recevons les crédits sur une ligne de dépense, on se rassure qu'il s'agit de la bonne ligne. Parce que si ce n'est pas la bonne ligne demain, en termes de comptabilisation, en termes de statistiques, nous allons sortir de fausses informations. Donc nous vérifions l'imputation de la dépense. Nous allons vérifier l'exactitude des coûts. Et nous allons vérifier également, dans l'exactitude des coûts, nous allons faire la vérification des différents calculs portés sur la facture.
Mais nous allons nous rassurer que ces coûts-là sont administrativement acceptables pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc, nous essayons de maîtriser tout ce qui est surfacturation dans le cadre de l'exécution de la dépense publique. Par ailleurs, nous allons faire un contrôle très important qui porte sur l'utilité de la dépense. Donc, l'utilité de la dépense, on va la regarder par rapport aux missions du service donné. Bon, si votre projet PI2R s'en va acheter des grenades, on va bien demander quel est le lien. Vous avez certes les ressources qui peuvent mettre à acheter les grenades, mais quand moi je reçois grenades venant du PI2R, je fais juste un différé pour demander qu'on m'explique en quoi est-ce que c'est utile pour le PI2R au regard des missions qui sont assignées à ce projet d'acheter des grenades. Donc ça, c'est un point de vérification de l'utilité. Nous allons regarder également l'utilité au regard de la qualité de ce qui est commandé. Donc, si nous sommes en train d'acheter, je vais dire, une chaise pour un agent et qu'on va prendre des fauteuils Louis XIV avec pour des coûts de millions, ou bien on va acheter des stylos pour nos agents, mais on va prendre des stylos, bon après je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques, on va prendre des stylos de marque qui coûtent peut-être 5 millions le stylo. C'est certes des stylos, la ligne existe, les ressources existent, mais en quoi est-ce que c'est utile pour ce projet d'acheter des stylos de 5 millions pour, je vais dire, ces agents? Et puis ensuite, nous allons regarder au regard du caractère répétitif ou excessif d'une commande. Donc, on veut acheter du matériel informatique, des ordinateurs, pour un projet qui a 15 agents, et puis on passe une commande de 50 ordinateurs. On va chercher à comprendre en quoi est-ce que le projet a besoin de 50 ordinateurs. Il se peut qu'il y ait une explication, mais pour l'heure, dès qu'on reçoit, sur base de l'utilité, on peut différer. Nous allons faire notre contrôle aussi au regard de l'impact sur les finances publiques. L'impact sur les finances publiques, tout à l'heure je parlais de soutenabilité, qui doit aider l'État à améliorer la qualité de sa signature. Donc lorsque un projet décide d'initier une dépense, on doit vérifier l'impact de cette dépense-là sur les finances publiques. Donc est-ce que c'est une dépense qui a un caractère ponctuel? Est-ce que c'est une dépense qui a un caractère permanent? Et puis, est-ce qu'il y a matière pour l'État à s'engager dans cette dépense à caractère permanent? Parce que si le contrôleur financier vise cette dépense aujourd'hui, il va la viser les années qui viennent. Dès lors que l'État s'est engagé, ce serait tout bêtement l'exemple des loyers. Un projet qui est installé peut-être dans un bâtiment administratif, qui n'a pas de souci dans le bâtiment administratif, qui décide de sortir pour aller prendre un bâtiment locatif à un certain coût. Ce bâtiment locatif-là, dès lors qu'on vise le contrat, on vise les premiers ordres de paiement, a un impact sur les finances publiques. Donc c'est ce type de contrôle-là que nous allons faire. Et puis ensuite, nous allons procéder à un contrôle extrêmement important, qui est le contrôle de la réalité du service fait. Donc, pendant ce contrôle-là, nous allons nous assurer que le service est effectif. Et nous allons nous rassurer également qu'en plus d'être effectif, ce service-là est conforme aux lignes de droit entre l'État et l'entreprise qui a soumissionné. Donc voici globalement quelques contrôles que nous opérons lorsque nous traitons la dépense d'un projet. Nous intervenons également pour la validation des actes modificatifs du budget, parce qu'il est possible pour un projet de pouvoir modifier son budget en cours de gestion. La modification, elle est, je vais dire, subséquente au fait que le budget est un acte initial, un acte de prévision. Et en cours de gestion, il se peut que les réalités puissent varier de sorte qu'il y ait besoin de modifier ce budget. Et toutes les modifications budgétaires sont soumises au visa préalable du contrôleur financier, qui également reçoit en visa préalable tous les actes à incidence financière. Donc ça sera par exemple les différents contrats, ça sera par exemple les actes de personnel, ça sera tout ce qu'il y a comme arrêté, décision, lesquels viendront à son visa. Donc voici globalement certains points sur lesquels nous intervenons dans le cadre du contrôle des projets d'investissement. J'oublie également le fait, très important, que nous participons aux différentes commissions des marchés publics. Voilà, ce n'est pas toujours dit, mais le contrôleur financier est un acteur qui est dans tout le cycle des marchés publics. Donc, comme nous le savons, nous avons différents seuils à partir desquels
on définit si la dépense est, je vais dire, doit être passée en marché, en appel d'offres ouvert, où nous avons les procédures concurrentielles simplifiées sur la base de l'arrêté 112 qui a été pris en 2016. Donc, d'abord, nous avons un arrêté 199 de 2010 qui exempte certaines dépenses de marché. Et puis, il y a des dépenses qui sont obligatoirement soumises à marché. Bon, je rappelle que à la faveur de l'ordonnance portant Code des marchés publics, nous avons un certain nombre de décrets d'application qui ont été pris mais qui ne sont pas encore publiés. Sinon, ces décrets-là vont remplacer certains des arrêtés que je cite aujourd'hui. Et donc, dans le cadre des procédures concurrentielles simplifiées, en l'état actuel des choses, à partir de 60 millions, nous avons la procédure, la PSL, la procédure simplifiée à compétition limitée. Donc, pour cette procédure-là, le contrôleur financier est membre de ce qu'on a appelé la COP, donc la commission d'ouverture et d'évaluation des offres. Pour la procédure simplifiée à compétition ouverte également, la PSO, donc qui est aussi entre 60 et 100 millions. Le contrôleur financier est membre de la commission. La PSL, c'est entre 30 et 60 millions. Et puis en bas, nous avons d'autres procédures qui sont beaucoup plus simplifiées. Donc nous participons à l'ouverture, à l'analyse et au jugement des offres et à la désignation, bien évidemment, dans le cadre du jugement de l'attributaire. Merci beaucoup, M. le directeur. Avant de continuer, vous aviez dit dans votre présentation, notamment dans la fonction de directeur contrôleur financier, vous avez quelquefois à régler des contentieux entre les différents acteurs, notamment le coordonnateur, le contrôleur financier. Donc, suite à cette présentation, n'est-ce pas, une présentation de la mission du contrôleur financier sur les projets, cela semble assez clair. Mais ce n'est secret pour personne. Quelquefois, il y a des conflits entre les coordonnateurs et les contrôleurs financiers. C'est arrivé à plusieurs reprises. Comment est-ce que vous expliquez cela? Puisque vous êtes dans une position où vous avez écho de tout ça, vous êtes acteur du règlement de ces conflits, à quoi cela peut être dû? Et puis en général, pour vous, quel est le meilleur moyen, n'est-ce pas, d'expliquer cela? Puis vous pourrez enchaîner sur le message que vous pouvez passer aux coordonnateurs. Peut-être qu'ils ne comprennent pas souvent aussi. Bon, nous on a eu la chance d'être adversaire financier avant d'être sur les projets. Mais bon, tout le monde ne comprend pas le cycle de la dépense. Quel message vous avez à passer à cette personne-là? Oui, donc en termes de conflit, souvent c'est des questions d'incompréhension. Parfois, lorsque ce n'est pas bien géré, ça peut aller à des problèmes, je vais dire, de personnes. Parfois, il y a la personnalisation. Quand on se met en mode contrôle financier, il y a la personnalisation des différés et des régés. Tout le monde n'accepte pas facilement de recevoir un différé, de recevoir un rejet. Sinon, dans la norme, le différé qu'on fait, il est motivé. Lorsque nous faisons un rejet également, il est motivé et donc il est loisible. Il n'est pas impossible. Lorsque l'unité de gestion pense avoir des éléments additionnels à nous fournir, de nous faire une correspondance pour dire attention, voici les éléments additionnels que nous fournissons. Parce que souvent, lorsqu'on fait un différé, c'est pour réclamer des informations additionnelles. Donc, des litiges peuvent naître au niveau de l'interprétation de certains textes. Par exemple, il y a des textes où on peut avoir une petite mention qui peut prêter à litige. Tout à l'heure, je parlais par exemple des dépenses qui sont exemptées de marché. On va dire le transport. Mais dedans, on va mettre une astérisque pour dire que le transport des marchandises n'est pas exempté de marché. Donc, si nous recevons une dépense de transport des marchandises, nous, contrôle financier, on peut dire que cette dépense-là doit suivre tout ce qui est procédure de concurrence. Le projet peut estimer qu'on a dit que le transport est exempté, donc tout ce qui est transport. Donc parfois c'est des problèmes d'interprétation. Des textes qui peuvent se présenter comme soucis. Et bien évidemment, ce que nous faisons, nous privilégions l'échange. Nous privilégions l'échange parce que nul n'a intérêt à ce qu'un projet soit bloqué pour des problèmes de personnes ou pour des problèmes d'interprétation de textes. Donc ce que je fais généralement, je reçois le contrôleur financier lorsque je suis saisi. J'essaie de comprendre la préoccupation et puis lorsque c'est une préoccupation qui n'est pas extrêmement compliquée, je peux donner des directives pour que avec le projet, ils arrivent à trouver des solutions. Donc ça nous aide pour beaucoup de litiges qui naissent. Je ne dirais pas de litiges, je vais parler de situations légèrement conflictuelles
qui naissent, ça aide à évacuer une bonne partie de ces situations-là. Maintenant, quand besoin est, je reçois à la fois la coordination, je reçois le contrôleur financier. Quand besoin est, je fais une séance tripartite. On échange et puis ensemble, on essaie de s'accorder sur la solution la meilleure, tout en respectant bien évidemment les dispositions qui s'imposent à nous dans le cadre de la dépense publique. Et donc, si j'ai peut-être une recommandation à faire, la recommandation, c'est que le contrôleur financier, c'est un acteur qui a été mis en place par l'État de Côte d'Ivoire, sur lequel pèse un certain nombre d'obligations, mais c'est aussi et surtout un acteur qu'on doit associer, je vais dire, à la bonne marche du projet. Aucun contrôleur financier, ça je le dis, n'a intérêt à ce qu'un projet échoue. Aucun contrôleur financier. Bien au contraire, nous nous réjouissons lorsque nous avons pu participer à la production de résultats, à la production de livrables, généralement pour nos populations. C'est ainsi que dans le cas du projet que vous avez eu à contrôler, nous nous sommes satisfaits ensemble de ce que, quoique il y ait eu quelques petites difficultés, c'est comme voilà, les dents et la langue qui cohabitent, personne ne déménage, il y a quelquefois des petites frictions, mais nous sommes obligés d'aller ensemble. Et aujourd'hui, vous avez porté un projet qui, en un an et demi, a pu donner des livrables qui sont clairs, qui sont tangibles. Preuve que dans une bonne symbiose entre contrôle financier, unité de gestion, agence comptable, autres acteurs, on peut aboutir à des résultats. Nous sommes intervenus dans 29 régions sur les 31 que compte le pays. Nous avons fait nos contrôles sur tout le territoire national. Nous avons traité dossier par dossier, nous avons participé à toutes les commissions et aujourd'hui tous les livrables sont là. Nous avons plus de 90% des marchés qui ont été exécutés. Nous avons environ 8%, je crois, qui ont été résiliés pour une raison ou pour une autre. Et en termes de capacité d'absorption, nous sommes à plus de 99% des crédits budgétaires qui ont été exécutés. Je ne donnerai pas les chiffres, mais c'était des montants très importants que nous avons pu exécuter en un an et demi. Donc, question de dire que si nous essayons de faire un peu d'effort, si nous mettons de la bonne collaboration en place, les choses devraient pouvoir aller. Nous, en tant que direction du contrôle financier, nous sensibilisons au quotidien les contrôleurs financiers. Nous insistons fortement sur la mission de conseil qui est la leur. Parce que le contrôleur financier, c'est d'abord un conseiller. Donc, rien n'empêche, c'est un conseiller même à titre gratuit. Donc, rien n'empêche d'appeler le contrôleur financier chaque fois qu'on a des doutes, chaque fois qu'on a des appréhensions sur une dépense qu'on souhaite faire. Le contrôleur financier, il est à votre disposition pour vous aider, pour vous appuyer. Et dans le cadre de la réforme budgétaire, nos missions vont jusqu'au regard sur la performance des projets. Dès lors, il n'y a aucune raison que nous ne nous sentions pas impliqués dans la réussite et dans la tête des résultats qui sont assignés au projet d'investissement. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je voudrais vraiment à votre suite attester, n'est-ce pas, de la nécessité de cette communication, surtout faire en sorte que ce tandem entre le contrôleur financier, le coordonnateur et l'agent comptable, que je dis cette relation tripartite-là soit assez forte, parce que sur un projet, quand il ne fonctionne pas, c'est tout le projet qui est en retard. Et bien entendu, les coordonnateurs sont évalués sur le taux de décaissement, sur les atteintes des indicateurs. Donc les coordonnateurs ont plus à perdre que les contrôleurs financiers. Ont plus à perdre que les contrôleurs financiers. Et donc il est de responsabilité, n'est-ce pas, de faire en sorte que le contrôleur financier puisse avoir les informations nécessaires pour qu'il fasse son travail. J'ai toujours dit à des collaborateurs, à des collègues coordonnateurs, qui certainement ne sont pas passés, on va dire, par le moule de l'administration avant de se retrouver coordonnateur, que le contrôleur financier, ce n'est pas le gendarme. Voilà, il a une mission pour le compte de l'État, parce que n'oublions pas que les projets que nous gérons sont financés soit par des dons, soit par des prêts faits à l'État, pas à l'UCP comme entité privée. Donc c'est une mission que les contrôleurs financiers ont, et donc il faut faire en sorte qu'ils puissent jouer ce rôle. Et je suis votre ambassadeur, hein, parce que j'estime que quand on est coordonnateur de projet, on est pressé. On veut des résultats, parce qu'on a la pression du bailleur, qu'il faut du ministre de tutelle, vraiment des populations. On veut aller vite. Et puis sans le vouloir, on peut à la limite pétiner certaines procédures. Mais quand vous avez une autre entité à côté qui dit, écoute, fais attention, bon, c'est la meilleure façon d'arriver, n'est-ce pas, à l'autre bord, et puis dormir après tranquillement. Voilà, donc je pense que cette procédure était assez importante.
Et vous êtes revenu vraiment dans les détails sur la mission du contrôleur financier dans la gestion des projets. Alors, quels sont vos moyens d'action pour faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas de retard? Comment est-ce que vous intervenez? Quels sont vos moyens d'action pour le contrôleur financier? Ok, déjà, parlons de moyens d'action. On va d'abord, lorsque nous, au contrôle financier, on parle de moyens d'action, c'est la manière dont nous réagissons d'abord sur les dossiers qui nous sont transmis. Okay. Donc, le premier moyen d'action, c'est l'avis. C'est l'avis que nous portons sur les projets de budget qui nous sont soumis, qui peuvent être favorables, défavorables, favorables avec réserve. Nous avons le visa. Donc, le visa, c'est le témoignage de l'acceptation d'un acte ou d'une dépense par le contrôleur financier. Ce visa-là a une modalité qui est le visa avec observation. Voilà, donc question de dire que nous avons la possibilité, lorsque nous analysons une dépense que nous recevons pour la première fois, lorsque les fondamentaux ne sont pas touchés, il nous est possible de faire un visa avec observation pour dire simplement je vise cette dépense cette fois. Mais pour la prochaine fois, lorsque tu me ramèneras ce type de dépense, voici les éléments que tu as oubliés mais que tu dois prendre en compte. Voilà. Nous avons le différé. Le différé, c'est une modalité qui nous permet de retourner un dossier qui n'est pas forcément mauvais, mais généralement pour lequel nous avons besoin de pouvoir d'avoir des pièces additionnelles. Et puis nous avons le rejet. Le rejet, ça c'est le refus d'acceptation d'une dépense par le contrôleur financier. Et en termes de moyens, nous essayons de renforcer nos capacités progressivement parce que faut dire qu'à un moment donné c'était assez difficile, les moyens de fonctionnement n'étaient pas toujours très évidents, mais nous profitons de l'antenne pour remercier toutes nos autorités qui ne ménagent aucun effort pour nous mettre à disposition les moyens. C'est ainsi que par exemple la question de la mobilité des contrôleurs financiers est en train de se résoudre de manière significative et progressive, ce qui nous permet aujourd'hui d'être assez diligents. Parce que quand tu as un contrôleur financier à Mans par exemple et qu'une dépense est exécutée dans un village et qui n'a pas de moyens de locomotion, il va sans dire que cela va peser sur ses temps de réaction en fait. Donc nous insistons sur le fait de pouvoir fournir les moyens. Et puis également, tout à l'heure vous avez parlé de maîtrise des délais. Nous passons, je vais dire, à la digitalisation de notre action. Je pense qu'éventuellement c'est un point sur lequel on pourrait revenir devant. Mais aujourd'hui, au contrôle financier, nous avons pu réussir la digitalisation de notre action. Donc la table du contrôleur financier est digitalisée. Aujourd'hui, le contrôleur financier dispose de tableaux de bord lui permettant de s'assurer du respect des délais. Oui, tous les contrôleurs financiers. Mais je vais atténuer un peu parce que les outils que nous avons mis en place d'abord un système de gestion électronique des dossiers. Et ensuite, nous avons mis ce qu'on a appelé en place, ce qu'on a appelé le SIGDOS, donc le système intégré de gestion des dossiers et des délais de la direction du contrôle financier. Donc ce système-là, les contrôleurs financiers peuvent l'avoir sur leurs ordinateurs portables. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, nous plaçons progressivement des écrans. C'est justement l'écran qui est là. Peut-être que tout à l'heure, on pourra faire la présentation de l'écran. Donc nous plaçons progressivement ces écrans-là dans les bureaux des contrôleurs financiers. Il faut dire qu'actuellement sur 70 contrôleurs financiers, on en a placé 20. Donc oui, on a déjà fait quelques efforts. Pour cette année, déjà le gouvernement nous accompagne. Je pense que nous pourrons faire, si je regarde bien, au moins une vingtaine. On essaiera peut-être de demander un appui au cas où le contrôle sur les collectivités décentralisées se met en place pour qu'on puisse couvrir tout le monde. Donc aujourd'hui, le contrôleur financier sait les dossiers qu'il a reçus, il sait les dossiers qu'il a traités, il sait les dossiers qui sont en train d'être hors délai parce qu'il a un tableau de bord avec tout un dispositif d'alerte. Voilà, et donc ici vous avez le rouge lorsqu'un dossier est hors délai. D'ailleurs, je pense qu'on va planter ça quand même. Il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. On va revenir sur le point tout à l'heure. Voilà. Donc voici quelques moyens que nous essayons de mettre en place parce que nous pensons quand même que lorsqu'on a fait l'étude risque de notre administration, l'un des principaux risques ou l'un des principaux reproches, c'était les temps de traitement des dossiers. Exactement. Et donc, justement, nous avons mis... D'ailleurs, quels sont les délais de traitement des dossiers? Peut-être on va enchaîner sur ça. Ok, d'accord. Donc, sur les délais de traitement des dossiers, nous avons 3 modalités en termes de délai de traitement des dossiers.
le délai, je vais dire le plus courant, c'est 8 jours ouvrables. Sous week-end. Vous aimez bien cette expression. Donc 8 jours ouvrables pour que le contrôleur financier puisse se prononcer favorablement ou défavorablement sur un dossier, mais pour qu'il puisse se prononcer. Ensuite, nous parlons projet. Donc dans le cas des projets cofinancés, le décret 2015-475, qui est aujourd'hui le socle de la gestion des projets d'investissement, nous fixe un délai de 5 jours. Donc vous voyez que pour les projets cofinancés, nous sommes astreints à un délai plus réduit. Et puis dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, le CDD, développement désendettement, les délais pour les contrôleurs financiers ont été fixés à 3 jours. 3 jours. Voilà. Ah, donc, ok. Chers collègues du CDD, c'est 3 jours. Hein? Nous avons 3 jours en tant que contrôleur financier pour traiter les dossiers. Mais comme vous faites le rappel, je veux dire, des délais de traitement des contrôleurs financiers que vous avez fait signe à vos collègues, je voudrais rappeler également que ce même décret 2015-475 donne 3 jours aux unités de gestion. Oui, puisqu'il est bon de faire le rappel. Oui, bien sûr. Nous sommes challengés, nous en tant que contrôleurs financiers, sur nos délais, nous faisons l'effort. Peut-être tout à l'heure, il sera question éventuellement de ce qu'on peut donner comme conseil. Mais l'un des conseils aussi que je donne et l'un des constats que nous faisons, nous en tant que contrôleurs financiers, c'est qu'on a beaucoup de retard dans le traitement des différés des régimes. Normalement, on émet un différé. Le différé, c'est quelque chose qui est assez simple, je vais dire, à traiter. Les textes nous disent que l'unité de gestion, donc le coordonnateur, a 3 jours pour nous faire un retour de différé, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc vous imaginez que nous recevons une dépense, nous sommes les contrôleurs. Le premier intéressé, c'est celui qui initie, donc il y a l'opportunité. Tout à l'heure, en parlant de nos rôles, nous a dit qu'on avait l'utilité, mais on n'a pas l'opportunité, et les textes le disent clairement. Donc celui qui a l'opportunité de la dépense nous saisit d'une dépense. Nous faisons l'effort dans le cadre d'un projet cofinancé de rester dans le délai de 5 jours de traitement. Nous faisons un retour parce qu'il y a une correction à faire. Parfois, il y a certaines erreurs matérielles qu'on ne peut pas laisser passer en fait. Donc, si l'unité de gestion elle-même fait 2 semaines ou 1 mois pour nous faire un retour, il va sans dire que les temps de traitement seront fortement affectés. Voilà, donc ils ont 3 jours en tant qu'unité de gestion pour nous émettre l'ordre de paiement après réception de la facture. Ils ont 3 jours également pour pouvoir satisfaire un différé ou un rejet. Maintenant, nous, contrôleurs financiers, comme j'ai dit, nous avons 8, 5 et 3 jours selon le type d'opération que nous avons en face de nous. Si je veux revenir un peu tout à l'heure, vous avez parlé de différé, de rejet. Est-ce que les acteurs, enfin, quels sont les moyens de recours? Alors, un coordonnateur reçoit un rejet, un différé. En général, c'est motivé. D'ailleurs, c'est ça. Voilà. Je veux dire, au-delà de ça, même les entreprises, on ne parle pas de. Ce sont des acteurs aussi assez importants. Est-ce que les entreprises ont des moyens de recours? Quelquefois, le dossier arrive jusqu'au niveau de l'agent comptable, donc qui émet des réserves. Alors, quels sont les différents recours dont disposent les différents acteurs? D'accord, ça marche. Donc déjà, la première chose que je vais noter, c'est que lorsque nous faisons un différé, généralement, nous avons les supports qui nous permettent d'émettre le différé. Parfois aussi, ça peut être un différé pour poser une question. Parce que lorsqu'on analyse le dossier, il y a un besoin de compréhension ou de clarification qui se présente. On peut demander de nous répondre. Donc, le coordonnateur satisfait le différé, ou bien s'il a des informations additionnelles, il peut faire une note qui est adressée. Et je crois que dans le cadre de notre projet, souvent, j'ai reçu des notes venant de vous, essayant de clarifier certaines situations. Donc, il peut faire une note. Maintenant, si, parce qu'on est d'abord sur le premier niveau de recours, qui est le recours avec le contrôleur financier lui-même, et il est recommandé le dialogue de gestion. Le dialogue de gestion qui dit que les acteurs doivent pouvoir se parler. Entre contrôleur financier et coordonnateur, on est sur un dialogue de gestion qui est horizontal. Ils doivent pouvoir communiquer. Maintenant, si ils n'arrivent pas à s'entendre, le premier recours qu'ils ont, ou le second recours, c'est de saisir le directeur du contrôle financier. Donc tout à l'heure, présentant les missions, j'ai dit que j'ai une mission d'arbitrage, d'instruction des litiges. Donc généralement, nous essayons au niveau de la direction du contrôle financier de trouver les voies et moyens avec le contrôleur financier, les acteurs concernés tels que je le disais, pour essayer de dénouer la situation. Je vais noter aussi également que si
l'unité de gestion ou l'entité contrôlée a des griefs sur le respect des délais, elle peut également saisir le directeur du contrôle financier. Maintenant, parlons des cas de litige qui n'ont pas été dénoués. Le directeur du contrôle financier est saisi. Si le litige ne se dénoue pas à son niveau non plus, il est loisible et la faculté est offerte à l'entité de saisir le ministre du budget et du portefeuille de l'État. Donc c'est de lui que nous relevons et c'est le ministre du budget et du portefeuille de l'État qui, après examen, peut réquisitionner le contrôleur financier. Donc en l'état actuel de notre législation, c'est la seule autorité qui a même de réquisitionner le contrôleur financier. Mais la petite précision que les textes vont faire, c'est qu'en cas de réquisition, la responsabilité du ministre se substitue à celle du contrôleur financier. Donc ça veut dire que le contrôleur financier, s'il reçoit une réquisition officielle, c'est cette réquisition-là qu'il va joindre à son dossier et il va viser le dossier. Mais lorsqu'il vise le dossier, il est dessaisi de sa responsabilité. Donc voilà ce que je puis dire en termes de règles. Donc question de dire aussi qu'il y a des moyens de faire savoir que nous avons des difficultés avec soit les temps de traitement ou avec la décision prise par un contrôleur financier sur un dossier donné. Non, je note avec les internautes que votre fonction est essentielle et puis la responsabilité doit être assez grande. Je sais que pour les trésoriers, les agents comptables par exemple, encore tous les trésoriers, on parle de RPP, la responsabilité personnelle et pécuniaire. Est-ce qu'il y a de telles responsabilités pour le contrôleur financier? Au-delà de ça, quels sont les risques, quelles sont les contraintes liées donc à cette fonction? D'accord, merci beaucoup à vous. Je vais commencer déjà sur les responsabilités. Il faut dire que jusqu'à 2014, la responsabilité du contrôleur financier n'était qu'une responsabilité administrative, laquelle pouvait être engagée sur rapport du directeur du contrôle financier et par le ministre qui a en charge le contrôle financier. Mais depuis 2014, à la faveur de la réforme budgétaire et des missions nouvelles qui sont assignées aux contrôleurs financiers, le volume de responsabilité s'est accru. Et c'est bien évidemment la raison pour laquelle également nous faisons attention aux signatures que nous mettons sur les dossiers. Et donc aujourd'hui, le contrôleur financier conserve cette responsabilité-là qui est administrative. À cette responsabilité administrative, je vais dire, il y a toute la responsabilité disciplinaire. Nous avons une responsabilité civile. C'est ce que les textes sont écrits. Et nous avons une responsabilité pécuniaire en cas de faute de gestion. Et les textes définissent des exemples de faute de gestion. Et enfin, les textes disent que le contrôleur financier a une responsabilité pénale. Voilà. Civil, pécuniaire, pénal. Voilà. Avant ça, disciplinaire. Ouais. Donc voici le volume de responsabilité que la législation met à la charge du contrôleur financier. Donc ça veut tout simplement dire que l'État de Côte d'Ivoire dit au contrôleur financier, voici les missions que je te demande de pouvoir assurer dans la gestion de la dépense publique. Si ces missions sont correctement exécutées, il n'y a pas de souci. Mais s'il advient que les missions ne sont pas correctement exécutées, moi, État de Côte d'Ivoire, je vais engager ta responsabilité. Et en 2014, je renforce même les responsabilités qui sont les tiennes. Donc l'article 52 du décret 2019-222, qui traite du contrôle financier et du contrôle budgétaire, va nous dire par exemple que le contrôleur financier est responsable des coûts qu'il valide. Parce que en fait, tous nos points de contrôle, nous sommes responsables. On est responsable des coûts que nous validons. Nous sommes responsables, par exemple, de la réalité du service fait. Donc, ce qui veut dire qu'un contrôleur financier qui va contrôler, s'il atteste que le service a été fait, et nous avons une fiche de contrôle qui est instituée par arrêté depuis 2009, sur laquelle nous mentionnons vu et vérifier le service fait. Donc, c'est des mots qui ont tout leur sens. Voilà, qui ont leur sens. Et donc, voici, grosso modo, présenter les responsabilités qui sont les nôtres. Donc, nous avons des missions, mais ces missions-là sont adossées à des responsabilités. En tout cas, ça permet de comprendre, je veux dire, les précautions quelquefois observées par les contrôleurs financiers. Vous venez d'entendre, hein, ils ont la responsabilité administrative, elle est aussi pénale, mais aussi pécuniaire. Ça veut dire qu'ils peuvent être amenés à rembourser, n'est-ce pas, de l'argent. Donc, il faut comprendre toute cette précaution, la prudence qui est observée dans le cadre de leur mission.
Alors, monsieur le directeur du contrôle financier, alors quelquefois aussi il y a des bailleurs qui Je n'expliquent vais pas. parler des risques. Ah oui, les risques. Si, si. Mais vous en avez parlé Non, j'ai parlé de la responsabilité. Quels sont les risques justement Oui, les risques auxquels s'expose un contrôleur financier? dans le cadre de notre métier sont énormes. Dans le cadre de cette présentation, je ne pourrais pas toucher tous les risques, mais on va juste peut-être en regarder quelques-uns. Le premier risque déjà est inhérent à la fonction de contrôle. Personne n'aime le contrôle. Donc la conséquence est que la présence même du contrôleur financier n'est pas toujours acceptée et on a un risque d'avoir des relations qui ne sont pas toujours très cordiales. Un autre risque que je vais regarder, c'est la possibilité ou la menace qui plane sur chaque contrôleur financier pendant toute sa carrière de voir sa responsabilité engagée. C'est un risque qui est majeur. Un autre aspect que je regarderai aussi, c'est parfois le refus qu'on a en face de voir la législation, je vais dire, s'appliquer. Voilà, souvent on va dire au contrôleur financier, non, il faut laisser. Bon, nous sommes dans la gestion. Dans la gestion, je veux dire, le contrôleur financier, c'est un responsable, il fait des analyses. Mais tous les points de contrôle ne peuvent pas être abandonnés. Parce qu'il faut savoir, pour le contrôleur financier, et ça je parle aux contrôleurs financiers également qui sont en ligne, il faut savoir faire la nuance entre la bonne relation qu'on demande d'avoir et la responsabilité qui est celle du contrôleur financier. Je vais donner un exemple. Tous nos textes disent qu'il est interdit de constituer des passifs. Tous nos textes également disent que le contrôleur financier ne doit viser que les dépenses qui sont manifestes, qui sont matérielles. Lorsqu'on arrive en fin de gestion, il y a des entités qui n'ont pas fini leur exécution, qui devaient livrer, qui devaient construire, qui n'ont pas achevé. Et donc, on va négocier auprès du contrôleur financier. Vous lui dites non, s'il te plaît, il faut accepter, il faut viser pour qu'on puisse, je vais dire, libérer cette dépense-là. Mais on a eu déjà des cas, et j'ai un cas où un contrôleur financier s'est trouvé devant un tribunal pénal. Pour aller expliquer pourquoi est-ce que lui, il a mis son visage sur des dépenses qui ne sont pas matérielles. Ça aussi, c'est des réalités que je présente aujourd'hui parce que d'aucuns ne pèsent pas le poids qu'il y a sur le contrôleur financier. Il s'est retrouvé devant le tribunal correctionnel pour répondre de ses actes. Mais dans les faits, nous étions en clôture de gestion quand toute l'entité s'est mobilisée pour plaider auprès du contrôleur financier pour qu'il accepte de viser. Au regard de la confiance, de la bonne entente, il a accepté de mettre son visa. Dès qu'il a mis son visa, que la dépense a été payée, l'entreprise a disparu. Oui. Donc c'est lui qui s'est retrouvé en train de poursuivre l'entreprise. L'entreprise n'a pas exécuté. L'entreprise n'a pas exécuté. Elle n'a pas achevé en fait. Ouais. C'était en cours, elle s'est débrouillée, mais elle n'a pas correctement achevé. Et donc ce contrôleur financier-là a dû répondre de cette situation. Un risque également très important que nous avons, et ça j'en parle, c'est aussi la formation des acteurs. Tous les acteurs ne sont pas correctement formés. Nous n'avons pas toujours des plans de formation qui permettent la mise à niveau. Et l'un des gros risques, c'est que quand tu as affaire à une unité de gestion qui n'a pas les préceptes qu'il faut en matière de gestion budgétaire, ça devient automatiquement difficile. Et les litiges, je vais dire, vont naître au quotidien. Voilà. Nous avons aussi parfois, j'ai parlé de la non-application des textes, je parle aussi de certains textes qui sont pris de manière très officielle et pour lesquels en coulisses, on demande au contrôleur financier de ne pas procéder à l'application. Donc parfois, ça aussi, ça envoie des litiges parce que nous, dès lors qu'un texte est pris, ce texte-là, je vais dire, ce texte-là doit s'appliquer. Je prends l'exemple des régies. En 2013, on a pris un décret pour dire que les dépenses des régies sont soumises aux procédures de marché. Ce n'est pas le contrôleur financier qui l'a dit, c'est le décret de 2013 sur les régies qui le dit. Mais à la mise en œuvre, on va parfois demander au contrôleur financier, non, il faut laisser, tu sais, on est pressé. Mais ce n'est pas nous qui avons pris les textes. C'est ça. Voilà. Alors vous avez parlé de formation, je veux dire dans un sens, c'est-à-dire la nécessité donc, de renforcer les capacités des acteurs des unités de gestion des projets pour comprendre comment fonctionne l'administration. Mais je voudrais vous poser la question dans le sens concret. Oui, bien évidemment. Les projets, il y a toute une démarche, il y a des outils, le PTAP qui est validé par le bailleur,
du PTAB donc découle le PPR et même le budget. C'est ça. Donc il y a des sujets en termes d'opportunité, d'utilité de la dépense qui se posent quand c'est une administration classique, mais qui en principe ne devait pas se poser quand c'est un projet, puisqu'on a vraiment des outils qui balisent tout ça. Est-ce que tous les contrôleurs financiers que vous nommez donc sur les projets perçoivent, comprennent le fonctionnement du projet? En clair, est-ce que vous avez un plan de formation de ces acteurs-là pour comprendre en fait c'est quoi un projet et quels sont les outils qu'il faut pour éviter aussi certains conflits? D'accord, ça marche. Merci à vous. Je pense que je parlais de formation, hein, mais quand je parle de formation aussi, rassurez-vous, si je vous sors notre plan d'action, la formation se fait dans les deux sens. La formation de notre personnel, parce qu'en tant que contrôleur, nous devons d'avoir des connaissances assez sûres, assez pointues. Et donc, nous avons notre plan de formation que nous déroulons annuellement. Cette année également, nous allons travailler à dérouler notre plan de formation. Donc, nous travaillons sur les questions traditionnelles de la gestion, sur les projets d'investissement, que sur les nouvelles missions que nous embarquons progressivement dans le cadre de la réforme budgétaire. Et ce que nous prévoyons également, c'est de pouvoir, nous, contrôle financier également, prévoir des modules de formation à l'attention des unités de gestion pour aussi faciliter la compréhension. Tout comme on prévoit prendre langue avec les bailleurs de fonds pour encore mieux nous imprégner des procédures qu'ils ont et améliorer la collaboration entre ces bailleurs-là et le contrôle financier. D'accord, c'est rassurant. J'évoquais par rapport à l'endroit des bailleurs. Je crois qu'hier ou avant-hier, j'ai partagé donc la CREA avec les portefeuilles CDD, portefeuille Banque mondiale. Et donc, il y a le secrétaire technique CDD qui a partagé un mail aujourd'hui pour que les gens puissent suivre. Alors, quel message vous pouvez donner notamment aux bailleurs? Je ne vais pas en citer parce qu'il y en a beaucoup quand même dans le pays qui quelquefois ne perçoivent pas même la mission. Aujourd'hui ça s'améliore beaucoup, mais en 2008 il y a plusieurs qui ne comprenaient pas trop quel est le rôle finalement du contrôle financier, en quoi est-ce que ça sert. Alors quel message vous avez vis-à-vis de ces bailleurs? Ok, donc merci pour la tribune, pour l'opportunité. Donc le message surtout que nous avons, hein, c'est ce que je dis déjà depuis le début de mon intervention. Le contrôleur financier, c'est un acteur auquel l'État de Côte d'Ivoire a confié un certain nombre de missions et le contrôleur financier agit pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a aucun intérêt pour un contrôleur financier à constituer un obstacle à la mise en œuvre d'un projet. Bien au contraire, notre souhait à nous, c'est que le contrôle financier se présente comme un atout. Un atout pour ces bailleurs, que le contrôle financier soit un appui pour ces bailleurs, parce que je suppose que lorsque nous finançons un projet d'investissement, nous voulons que le projet atteigne ses résultats, mais nous voulons que le projet soit exécuté également dans toute la transparence et dans le respect de toutes les procédures. Et nous avons des audits réguliers sur les projets d'investissement, et je pense que ces audits, même si quelquefois ils décèlent des choses, mais ce n'est pas des choses aussi catastrophiques. Donc, ce qui veut dire que le contrôleur financier a une place dans le dispositif. Et ce que nous souhaitons, nous, contrôleurs financiers, et c'est bien évidemment pourquoi je disais qu'on envisage des rencontres avec les bailleurs, c'est pour leur présenter ce visage du contrôle financier-là, ce visage de cet acteur-là qui se considère comme un membre à part entière du dispositif de pilotage du projet. L'article 7 du décret 2015-475 cite le contrôleur financier parmi les acteurs de mise en œuvre du projet. Donc, ce n'est pas un acteur qui doit être distant, c'est un acteur qui doit être dans le projet, c'est un acteur qui doit participer. Je profite pour saluer le coordonnateur du PAPS Group, le coordonnateur général par exemple, qui nous tient informés de toutes les actions qui se tiennent au niveau, voilà, au niveau de son projet. Moi, je suis un pillateur de tous les mails. Lorsqu'il y a des réunions, je suis convié. Si je ne peux pas venir, j'envoie un collaborateur. Ça me permet d'être au parfum, de connaître les préoccupations, de connaître les urgences, de connaître les situations que rencontre ce projet. Donc, pour les bailleurs, ce que je dis, c'est que normalement, et c'est notre souhait, c'est que le contrôle financier doit être un appui. Voilà, pour le bailleur. Nous avons une mission de production d'informations, nous avons une mission de reporting, nous avons une mission de certification de toutes les opérations, tant sur pièce que sur le terrain,
d'un projet d'investissement. Donc, si nos autorités conviennent, nous allons les convier certainement dans le mois de mars, le temps de finir un certain nombre de choses sur lesquelles nous travaillons avant de les recevoir, pour leur présenter le contrôle financier, non, ce serait leur présenter oui. ce que nous faisons au quotidien, leur présenter nos résultats et leur permettre de voir que le contrôle financier est plutôt une entité sur laquelle on doit s'appuyer et que normalement, quand il y a un contrôle financier dans un projet d'investissement, on devrait pouvoir dormir tranquille. Exactement. Nous n'avons pas la prétention d'être parfait, mais dans le cas des échanges, s'il y a des renforcements de capacité à faire de notre côté, on devrait pouvoir y aller. Non, non, ça je confirme, hein. Je confirme, je l'ai dit même à des autorités des niveaux élevés. Pour moi, le contrôle financier, il est essentiel. Voilà. Ça permet à tout le monde de dormir en paix après. Voilà. Alors, j'ai juste quelques questions et puis on va terminer. Je vais prendre aussi vos questions au fur et à mesure. Après, on va essayer de les parcourir. Je voudrais, avant de passer donc à la présentation encore de votre outil qui m'attire la modélisation, ça m'intéresse pour que les gens puissent voir. Je voudrais quand même que vous puissiez donner des conseils aux acteurs de la dépense. Vous en avez donné, mais est-ce que vous avez d'autres conseils à donner aux acteurs de la dépense pour faciliter la mise en œuvre en fait, des projets? Donc, j'ai déjà regardé un peu la question. La première assurance, et je le dis encore, c'est que le contrôleur financier, c'est votre conseiller. Le contrôleur financier est à votre disposition. Il est le seul acteur qui n'a pas de marché ou de contrat qui est rémunéré dans le cadre de la mission qu'il exécute. Donc, il est à votre disposition. Le second conseil que je souhaiterais donner déjà, c'est le démarrage même des projets. Parce que lorsque nous faisons les études de risque, nous, contrôle financier, nous avons des documents que nous produisons dans ce sens sur le fonctionnement des projets. Nous constatons une première difficulté, c'est par exemple, moi je reçois une note pour me demander de désigner un contrôleur financier. Il y a des projets pour lesquels je désigne un contrôleur financier et puis c'est un an après qu'on reçoit le premier ordre de paiement. Bien évidemment, lorsqu'on va regarder les taux de décaissement, ça ne va pas aller. Ensuite, l'exécution même du budget. On a comme l'impression parfois qu'il y a une absence de planification. Donc, cette absence de planification au niveau de quelques projets, je ne dirais pas tous les projets, mais au niveau de quelques projets a pour conséquence, je vais dire, un engorgement des actes de dépenses en fin de gestion. Le projet vise des résultats. Pour nous, contrôle financier, et ça aussi on le dit, il ne s'agit pas que d'absorber des crédits. Il s'agit d'exécuter des crédits de manière suffisamment fluide et cohérente pour qu'on puisse atteindre les résultats. Mais lorsqu'en fin de gestion, on a un plan de formation qu'on n'a pas exécuté par exemple durant l'année et que dans les 3 dernières semaines, on réalise 4 formations pour les mêmes agents, on aura fait les formations. Les formations se seront tenues effectivement, les agents étaient présents, mais quelle est la plus-value que ces agents-là pourront avoir? Donc il y a la problématique aussi de la planification. L'information qu'on va donner, c'est que par exemple la gestion budgétaire 2022 a démarré. Donc il faut que tous les projets fassent leur effort pour pouvoir faire valider leur budget et pouvoir démarrer la gestion 2022 de manière progressive. Ensuite, je pense que c'est ensemble que nous allons regarder les aspects formation, les aspects renforcement des capacités. Nous sommes en actualisation actuellement de notre manuel. Je pense même que ces formations peuvent être financées sur les ressources bailleurs. Après, ça ne devrait pas poser problème. S'il y a les ressources, parce que aussi, parlant des difficultés, l'une des grosses difficultés aussi au contrôle financier, c'est parfois l'absence de... On n'a pas toujours toutes les ressources, mais quand nos autorités nous accompagnent, si les bailleurs peuvent financer les formations, ça vient à point nommé. Nous sommes en train d'actualiser notre manuel de procédure, par exemple. Lorsqu'on finira d'actualiser le manuel de procédure, la gestion également étant orientée performance et avec notre mission sur la performance, nous sommes en rédaction d'un manuel aussi de contrôle orienté sur la performance. Au terme de tout ça, on pourrait, dans le cadre de sessions, partager avec les projets. Aujourd'hui, dans nos dispositifs informatiques, nous avons pu automatiser les motifs de différé et de rejet que nous arrivons à traiter par famille, par sous-famille. Donc, dans le cadre de sessions de formation, on pourra dire au projet, voici les erreurs que nous avons l'habitude de constater qui valent que certains dossiers soient différés, soient rejetés, de sorte que les taux de différé et de rejet puissent être maîtrisés dans un outil sur lequel nous travaillons qui fait que je veux mettre
la session avec les bailleurs, je vais dire au mois de mars, nous sommes en train d'automatiser l'évaluation des motifs de différé de rejet par entité. De sorte qu'on va sortir normalement des courbes de progression des différés des rejets et pouvoir administrer à chaque entité après les différés, les rejets qui la concernent et au besoin avoir des séances, je vais dire bipartites, pour pouvoir les regarder de sorte à regarder ensemble l'évolution des courbes. L'enjeu, c'est que les différés, les rejets puissent être amenuisés. Rassurez-vous que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on fait un différé ou qu'on fait un rejet. Sachez que quand je fais un différé sur un dossier, je traite le même dossier 2 fois. Ça me fait un surcroît de travail. Donc, moi-même, en tant que contrôleur financier, en tant que directeur du contrôle financier, je suis pour que tous les dossiers soient bons. Parce que notre rôle, ce n'est pas de différer, ce n'est pas de rejeter. Notre rôle, c'est de certifier. On a un rôle de certificateur. Vous engagez votre dépense, ça vient sur le contrôleur financier, il regarde la dépense est correcte, il certifie qu'elle est correcte. Donc, je pense que c'est ensemble, voilà, dans le B2B que nous mettons en place, on va essayer de pouvoir nous entraider, pouvoir nous appuyer, de sorte à améliorer ce relationnel-là et puis le traitement des dossiers entre entités contrôlées et contrôle financier. Monsieur le directeur, tout à l'heure, vous allez présenter votre outil de modernisation donc de la direction du contrôle financier. Et puis, on va revenir ici pour répondre à quelques questions. Il y en a beaucoup, mais on ne va pas répondre à toutes les questions. Mais avant ça, c'est pour satisfaire un peu la curiosité des uns et des autres. Comment on fait pour se retrouver contrôleur financier en Côte d'Ivoire? Donc, en Côte d'Ivoire, nous avons un décret, le décret 95-122, bien évidemment de 1995, lequel qui définit les conditions d'accès à la fonction de contrôleur financier. Donc, ce décret-là va nous dire que pour être contrôleur financier, il faut être administrateur civil ou administrateur des services financiers. Cela emporte déjà qu'on doit être fonctionnaire. Cela emporte qu'on doit être de grade A4 au moins. On a un autre décret qui fixe les conditions au niveau des grades et autres, qui a dit que pour être contrôleur financier, il faut être A5, mais le décret spécifique a dit administrateur des services financiers ou administrateur civil. Ensuite, ce décret-là dit qu'il faut avoir une ancienneté d'au moins 3 ans dans une administration à vocation économique et financière. Et c'est parmi ceux-là, selon ce décret-là, que les contrôleurs financiers sont recrutés. Et lorsque le contrôleur financier est recruté, il est soumis à une formation de 6 mois, donc tant au contrôle financier que dans les administrations exécutant le budget de l'État. Et puis enfin, il est nommé par décret, pris en conseil des ministres, lequel décret lui confère le rang de directeur d'administration centrale. Donc voici ce que je puis dire sur les conditions. Voilà, donc ceux qui veulent être contrôleurs financiers, ils savent la route à emprunter. Monsieur le directeur, vous allez nous présenter votre outil. D'accord, ça marche. Après, on va revenir ici pour répondre à vos questions. Ne vous en faites pas, on va répondre à des questions. Hein. Voilà, vous allez soulever. Et puis, voilà, comme ça. Monsieur le directeur, okay. Comme ça, il va présenter. Voilà, pour. Ok, donc ce que nous avons ici, je vais prendre ma souris. Voilà, je peux faire. Ce que nous avons ici, c'est ce que nous avons appelé le système intégré de gestion des dossiers et des délais. Si on le voit avec le tableau, c'est déjà bon. Voilà, ouais. Je vais regarder comme ça. Voilà. Donc c'est ce que nous avons appelé le système intégré de gestion des dossiers et des délais. Nous sommes partis d'abord, attention, nous sommes partis d'une idée projet. Bien évidemment, comme un projet d'investissement, il faut partir de l'idée projet et puis ensuite faire l'étude, faire l'évaluation et puis procéder à la mise en œuvre. Donc la première difficulté que nous avions, c'est qu'il est reproché aux contrôleurs financiers de traiter les dossiers hors délai. Mais cela ne pouvait être autrement parce que nous recevons une grande quantité de dossiers et lorsque les dossiers sont dans les parapheurs, il n'est pas évident de savoir que le dossier qui est dans ce parapheur-là a atteint les 8 jours. Donc pour ce faire, il nous fallait dématérialiser la table du contrôleur financier. C'est dans ce sens qu'on a pensé à la mise en place de cet outil-là qui permet de retracer tous les dossiers du contrôleur financier. Et la force de notre outil, c'est que c'est un outil qui fonctionne, en temps réel.
et 2, qui nous permet également de produire nos statistiques et de produire des rapports annuels. Donc depuis qu'on a mis en place cet outil, chaque mois, nous faisons un rapport à notre ministre pour lui dire, durant cette période-là, voici les temps de traitement que nous avons eu au niveau de la direction du contrôle financier. Et depuis qu'il est mis en place, il est dupliqué auprès de chaque contrôleur financier. Comme je dis, en tant que directeur, j'ai la fonction contrôle, donc j'arrive à suivre le travail de chaque contrôleur financier. Mais l'enjeu, ce n'est pas de contrôler, l'enjeu, c'est de permettre à chaque contrôleur financier d'être performant. Donc chaque contrôleur financier, aujourd'hui, pour la vingtaine qui ont cet écran-là, les autres sont encore sur leurs ordinateurs portables, c'est s'il a des dossiers qui sont hors délai. Donc quand des dossiers arrivent dans cette catégorie-là, c'est qui sont hors délai. Donc les dossiers au contrôle financier suivent un cycle. Ils partent du vert au bleu, au violet, à l'orange et au rouge. Lorsque nous recevons des dossiers, si nous regardons les 8 jours, quand nous sommes sur les 8 jours de traitement, je crois juste que pendant les 5 jours, ce dossier-là est dans la catégorie dossier hors alerte. Lorsqu'il fait 6-7 jours, il est en alerte. Donc ça veut dire, dès qu'un dossier atteint 6 jours, nous le mettons en alerte. Ensuite, lorsqu'il est à 7 jours, il vient en J-1. Donc je sais que demain, j'ai des dossiers qui vont arriver à échéance. Les dossiers que j'ai dans la catégorie jour J sont les dossiers de ce jour. Si je ne les évacue pas, ils vont passer en hors délai. Donc j'ai l'information. Donc ce qui me permet, moi, de demander à mes collaborateurs ou de trier sur ma table pour choisir d'abord les dossiers qui sont, je vais dire, à jour J ou qui sont en alerte pour les traiter. Au cas où un dossier est passé en hors délai, je m'arrange très rapidement pour pouvoir les traiter. Donc ça, c'est le tableau de bord 1. J'ai défini une catégorie ici qu'on appelait dossier urgent. Parce que chaque contrôleur financier, dans toute la multitude de dossiers qu'il reçoit, il y a certains dossiers qui sont urgents. Par exemple, moi en tant que directeur, je traite les arrêtés interministériels qui sont soumis à la signature de mon ministre. Donc j'ai besoin d'être alerté. Donc dès que le dossier arrive, il sera en dossier hors alerte, il vient d'arriver, mais il va apparaître automatiquement en dossier urgent. De sorte que je sache que j'ai un dossier que je dois traiter à l'attention de mon ministre. Également, nous avions une grosse préoccupation. C'était le relationnel avec les contrôleurs financiers de l'intérieur du pays. Parce que, en tant que contrôleur financier, je peux recevoir un dossier et puis estimer que pour le contrôle, si ça se fait à l'intérieur, je veux imputer ce dossier-là au contrôleur financier de l'intérieur. Mais si le contrôleur financier de l'intérieur du pays prend du temps, c'est sur un délai que ça joue. Donc nous avons créé également ces pavés-là pour pouvoir regarder les dossiers que je reçois d'un autre contrôleur financier et puis les dossiers que moi j'envoie à d'autres contrôleurs financiers, de sorte qu'on puisse se suivre. Si ces dossiers-là vont hors délai, je saurai, je pourrai les interpeller. Nous avons notre suivi quotidien ici. Aujourd'hui, à la faveur de la séance que nous tenons, je n'ai pas encore pu réellement booster mon traitement de dossier. Mais au quotidien, lorsque je m'assois au bureau, chaque fois que je reçois un dossier, le volet dossier reçu s'actualise. Et nous avons une actualisation qui se fait chaque 2 minutes. Lorsque je traite des dossiers, ça s'actualise. Et lorsque je fais mon traitement de dossier, je sais les sommes que j'ai réservées au dossier. Donc, dans les dossiers traités, quels sont les dossiers visés, quels sont les dossiers différés, quels sont les dossiers rejetés. Et bien évidemment, nous avons d'autres tableaux de bord. Je vais juste présenter peut-être 1 ou 2 autres. Mais on a jusqu'à 8 tableaux de bord qui permettent au contrôleur financier de pouvoir suivre voilà, l'exécution qu'il fait. Et donc ici, c'est un tableau de bord que j'aime bien. C'est le tableau de bord 4 qui nous permet de retracer au quotidien notre action. Wow. Donc chaque jour, je sais les dossiers reçus, je sais les dossiers traités, je sais les dossiers visés, je sais les dossiers différés, je sais les dossiers rejetés. Nous traitons également par typologie de dossiers. Donc ces dossiers reçus-là, concrètement, quelle est la typologie de ces dossiers-là? Donc je les traite également par typologie, reçu, traité, visé, différé, rejeté. Et puis enfin ici, nous avons un suivi mensuel.
Donc chaque mois, comme là on n'est qu'en janvier, les mois vont apparaître qui vont nous permettre de voir notre évolution. Et puis ensuite ici, c'est des courbes. Comme là, nous ne sommes qu'au premier mois, la courbe n'apparaît pas bien, mais au fur et à mesure, la courbe va apparaître. Voilà, pour pouvoir nous montrer les traitements. Et j'ai un tableau de bord, le tableau de bord 3 que j'aime bien, qui prend un peu de temps pour charger. Parce que c'est... moi, je suis vraiment épaté, j'avoue. C'est beaucoup de calculs. Une application publique, bon, vraiment chapeau. Ouais. Beaucoup de calculs que nous avons derrière ce tableau de bord-là. Donc ici, c'est un tableau de bord qui se veut encore plus fin. Donc, on a traité des dossiers C2D, on a traité des dossiers cofinancés, on a traité d'autres catégories de dossiers. Ouais. Donc, on va dire par exemple que sur les dossiers C2D, à l'instant T de la gestion budgétaire, ici je suis sur mon tableau de bord à moi en tant que contrôleur financier, quel est le temps moyen de traitement? On va dire que je suis à 1 jour de traitement. Pour rappel, on a 3 jours sur les dossiers C2D. Parce que ici, c'est quoi? Au fur et à mesure, on a essayé de simplifier ou de désagréger plutôt. Désagréger pourquoi? Tu peux avoir en moyenne 5 jours de traitement, alors que sur les dossiers CDD qui sont à 3 jours, tu es peut-être à 5 jours. Ça. Donc, il fallait désagréger. Donc, on a fait les CDD, on a fait les cofinanciers, on a fait les autres. Donc, dans les cofinanciers, on a les autres, en fait, la Banque mondiale, la BAD. Ils sont tous dans les cofinanciers. Et puis, on a déjà créé le pavé collectivité décentralisé. Voilà. Lorsqu'on arrêtait le contrôle sur les collectivités, on était à 1097 dossiers traités avec un délai moyen de 3 jours. Donc, on était dans nos délais. On pouvait nous faire tous les reproches, sauf notre temps de traitement. Et donc, ça, je suis ça de très près. Donc, si le CDD, on est à 1 jour actuellement. Sur les projets cofinancés, on a 5 jours de traitement. Pour le moment, on a 3,19 jours. Et puis, sur les autres catégories de dossiers, où nous avons 8 jours, nous sommes actuellement à 2,86 jours de traitement. Donc, on espère. Vous avez déjà présenté cet outil-là au grand public? Non, pas au grand public. Bon, quand je dis grand public, je dis les bailleurs, les acteurs même de... C'est pour ça qu'on va les recevoir en masse. Oui, je pense qu'il le faut, ça va rassurer tout le monde. Voilà, pour leur dire parce que là, ça veut dire qu'il y a un suivi sérieux. On fait un suivi. Oui. Voilà, on fait un suivi assez sérieux. On a présenté à notre ministre, à la faveur de ça, il a souhaité qu'on fasse un public reportage qui est passé sur certaines chaînes de télévision au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, voici globalement présenter cet outil, qui est un de nos outils. Et lorsqu'on va se voir en mars, on a un outil encore plus intéressant qui intègre un certain nombre de missions qui devraient. C'est pour ça que nous disons que le contrôleur financier est un acteur qui appuie, pas un acteur qui empêche ou qui bloque. Et lorsqu'on va se voir en mars, on pourra apporter la démonstration de ce que nous faisons et de ce que nous pouvons faire pour appuyer. C'est vraiment top. On va peut-être répondre rapidement aux questions des internautes. D'accord, ça marche. Alors, voilà, c'est bon. Non, juste un peu. D'accord, je vais prendre. Voilà, c'est bon. Voilà. Non, je vais. Donc, je vais noter les questions. Oui, non, vous allez répondre au fur et à mesure. Au fur et à mesure. D'accord. Bon, il y en a qui disent mettez les cœurs. Merci. Hein. Qui permet de voir un peu. Bon, je ne comprends pas la question. Hein. Apata et Post-Basic, quels sont les KPI, ça veut dire quoi? Qui permettent de voir la performance d'un contrôleur financier. Alors, monsieur le directeur, il y a quelqu'un qui demande, par son nom, il sait qu'il est du portefeuille mondial, il demande est-ce que la DCF pense à la certification ISO, comme le Trésor, au regard de l'importance des réformes mises en place sous votre autorité. D'accord. Plan d'action 2022. Je vais dire déjà plan d'action 2020. On a la certification ISO qui figure et on la reprend au plan d'action 2022. On ne l'a pas déclenché parce qu'il nous fallait finaliser un certain nombre de manuels en fait. Donc, tout à l'heure, je disais qu'on est en train d'actualiser nos différents manuels d'exécution de la dépense publique, manuel du contrôle orienté sur la performance. Nous avons produit également, je vais dire, les différents manuels sur le contrôle interne parce que nous avons une forte mission sur le contrôle interne. Comme on s'est limité, je vais dire, à l'intervention sur les projets, je n'ai pas trop insisté sur le volet contrôle interne. Et donc en 2022, on devrait pouvoir démarrer le processus de certification. En tout cas, ça figure noir sur blanc sur le plan d'action stratégique de la direction que j'ai eu à présenter et qui a été validé par monsieur le ministre du budget du portefeuille de l'État.
Très bien. En tout cas, vous avez beaucoup de messages de félicitations. Je ne vais pas donc... voilà, après, vous aurez le temps de les passer en revue. Alors, j'ai une question. Il voudrait savoir pourquoi un régisseur, est-ce que c'est possible qu'un régisseur puisse payer des factures sur un projet qui n'a pas été signé par un contrôleur financier? Est-ce qu'il y a des cas de figure où cela est possible? On va dire, dans la norme, si on regarde les textes en matière d'orthodoxie, dans la gestion de la commande publique, nous avons une phase administrative et nous avons une phase comptable. Donc la phase comptable suit la phase administrative. Donc normalement, un régisseur doit attendre qu'un acte visé du contrôleur financier lui soit soumis. Maintenant, éventuellement, ça c'est peut-être dans le cadre de la gestion, si en liaison avec le contrôleur financier, ils ont défini peut-être quelques dépenses telles que les salaires, je ne sais pas, ou les missions, s'il y a des missions urgentes, et qu'on connaît les taux existent, le barème existe, cela peut se faire. Mais ce que nous recommandons, nous, contrôle financier, c'est qu'on suive la procédure. Donc la procédure, ça veut dire qu'on saisit le contrôle financier avec un ordre de paiement, le contrôleur financier appose son visa et puis le régisseur procède au paiement. Parce que ce qui va se passer, c'est que payer une dépense non visée du contrôleur financier, c'est un risque en fait. C'est ça. Parce que demain, s'il y a un audit, rien ne garantit, bon, et que le CEF n'a pas visé, on va te demander sur quelle base tu as payé la dépense qui n'a pas respecté la procédure. Et pour nous, contrôleurs financiers aussi, payer des dépenses avant notre visa, c'est comme nous forcer la main. Je veux dire, le Trésor et nous sommes parents ou cousins en termes de gestion budgétaire, mais il est bon qu'on essaie de respecter les procédures. Il se peut qu'il y ait une situation d'extrême urgence, dans ce cas on se parle, on s'accorde et puis peut-être tu payes et puis dans le même temps on nous envoie les actes à titre de régularisation, mais essayons vraiment dans la mesure du possible de respecter les procédures. Et je rappelle que le décret de 2013 également sur les régies précise que toutes les régies sont soumises au contrôle des contrôleurs financiers. Ok, je pense que c'est vraiment clair. Alors il y a M. Yul Wiener qui pose une question, je vais essayer de résumer. Est-ce que le contrôle financier affecté sur un projet contrôle les dépenses du personnel? Bon, je réponds déjà oui. Puisqu'il n'y a aucune dépense, tout acte à effet financier passe forcément par le visa période de contrôle financier. Merci. Mais là où sa question est vraiment intéressante, pour ce qui est du personnel, donc les contrats, qu'est-ce que vous visez les contrats avant qu'ils soient signés, donc les salaires? Sa question, est-ce qu'il y avait travaillé en relation avec l'inspection du travail pour être sûr donc, que le contenu des contrats est conforme, n'est-ce pas, à la législation? Ok. Ou alors est-ce qu'au sein du contrôle financier, est-ce qu'il y a des inspecteurs du travail qui sont en activité? Non, on n'a pas d'inspecteur du travail au contrôle financier. Le relationnel entre nous et l'inspection du travail existe. Et en plus de ça, dans les services techniques que nous avons au contrôle financier, nous avons un service juridique avec lequel nous regardons de près, je veux dire, les différents contrats qui sont soumis. Et nous essayons de les conformer à la législation, notamment la loi de 2015 sur, je veux dire, portant code du travail. Donc c'est des textes que nous regardons. Et parlant des difficultés, justement, l'une des grosses difficultés, c'est qu'on est sur un métier qui embrasse toutes les disciplines en fait. Donc chaque fois qu'il y a un mouvement dans un domaine donné, on est obligé de pouvoir nous actualiser. Donc nous regardons les dispositions. Et lorsque nous avons des préoccupations, nous pouvons nous rapprocher de l'inspection du travail pour nous rassurer. Ok, il y a une dame qui demande, Madame épouse Bassi, qui demande si les sociétés d'État sont contrôlées par le contrôle financier. D'accord. Donc, je vais dire que par le passé, lorsque nous avons regardé la législation antérieure, les sociétés d'État, les établissements publics étaient sous le contrôle du contrôle financier, mais dans l'état actuel de notre législation, les sociétés d'État ne sont pas sous notre contrôle. Donc, elles n'ont pas de contrôleur financier. Elles sont sur un dispositif de contrôle, je vais dire en mode gestion privée. Mais est-ce qu'il y a un organe effectivement de contrôle? Nous avons la direction générale. On va dire a priori bien concomitant. Non, nous avons la direction générale du portefeuille de l'État qui fait le contrôle, qui est plus un contrôle a posteriori, qui fait l'analyse d'un certain nombre d'indicateurs, qui suit la mise en place du budget, qui fait l'analyse du fonctionnement budgétaire. Mais en l'état actuel, je veux dire le contrôle tel que nous le faisons, avec désignation d'un contrôleur financier qui intervient à temps plein
à côté d'une unité de gestion ou d'un gestionnaire, d'un ordonnateur, nous n'avons pas ce contrôle au niveau des sociétés d'État. Alors, Hubertine demande si un agent comptable peut refuser de payer un OP visé par le DCF. Ce ne serait pas très courtois. Ah, oui, elle veut te mettre en place. Ce ne serait pas très courtois, mais dans la législation, Oui. dans la législation, nous avons des responsabilités qui sont distinctes. Donc, si l'agent comptable estime avoir des éléments lui permettant de ne pas viser et prendre en charge, il est loisible à l'agent comptable de faire un différé. Voilà, donc il n'est pas interdit, lorsque le contrôleur financier a visé, qu'un agent comptable puisse émettre des réserves. Donc lorsqu'il émet des réserves, les réserves nous viennent. Si nous ne sommes pas d'accord, nous allons avoir l'échange avec l'agent comptable. L'agent comptable peut avoir raison. Si nous reconnaissons qu'il a raison, je vais dire, on va accepter de faire la correction et de lui retenir le dossier. C'est bien évidemment ça l'intérêt de notre organisation. Nous avons l'unité de gestion qui est en attaque, le contrôleur financier qui joue le rôle de pivot, et puis l'agent comptable qui joue le rôle de gardien de but. Voilà, donc ce qui nous échappe, parce qu'après, je veux dire, on essaie de tendre vers la perfection, mais nul n'est infaillible. L'agent comptable pourra regarder et nous dire attention, il y a tel aspect qui vous a échappé. Voilà, c'est pas impossible. Mais on espère bien évidemment, en tant que contrôle financier, avoir le moins de dépenses validées retournées par les agents comptables. Donc il y a M. Labi qui émet l'espoir que la plupart des ordonnateurs sur les projets vont suivre cette communication. Ne vous en faites pas, après on va faire vraiment une large diffusion. On va même booster pour que vraiment cela puisse circuler. C'est vrai que plusieurs n'auront pas le temps de voir ça maintenant, mais souvent les soirs les gens voient, mais nous on va faire circuler. Parce que l'objectif c'est ça justement, c'est que les différents acteurs comprennent en fait, n'est-ce pas, la fonction de contrôleur financier. Comme on l'a dit, l'objectif c'est de faire en sorte qu'on puisse faciliter la mise en œuvre des différents projets. Donc ne vous en faites pas, ils vont les voir d'une façon ou d'une autre. Alors, bon, il y a la même question pour les sociétés d'État, c'est revenu. Il n'y en a pas. Je comprends un peu pourquoi. Oh non, on peut comprendre. Alors, je reviens. Tu réussis à avoir les questions là-bas aussi? Non. Oui. Vous savez, les anciennes questions, là, je n'arrive pas à voir ici. C'est en bas là-bas. Alors, bon, vous avez les félicitations, bravo. L'appréciation de l'utilité de la dépense publique déclinée en ces aspects poussés. Bon, je pense qu'il est en train de vous féliciter. Que vous avez bien des choses. Bon, vous avez un fan club ici, hein, comme des visions d'impact. Bon, alors je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas vu. Quelle maîtrise du sujet? Alors, monsieur le directeur, est-ce que le trésorier peut vérifier sur le terrain avant de payer la dépense? Est-ce qu'il peut arriver qu'un agent comptable exige d'aller voir, d'aller constater le service fait? Bon, ça peut arriver. Je vais dire dans la répartition des missions, c'est le contrôleur. Ça peut arriver. Oui, c'est pas impossible. On va dire quoi? Il y a toujours, à toute règle, il peut y avoir une dérogation, une exception. Voilà. Moi, je suis agent comptable. Je passe une route au quotidien et puis je reçois une dépense qui dit que cette route est réalisée. Bon, je peux émettre un doute pour dire attention, j'ai quand même un petit doute. Sinon, dans la norme, je vais dire le contrôle de l'arrêté du service fait incombe au contrôleur financier et c'est pour ça qu'il a des responsabilités spécifiques là-dessus. C'est pour ça que, comme je disais, depuis 2009, la fiche de contrôle a été instituée. Donc, je vise le mandat ou je vise l'ordre de paiement. Mais en plus de ça, je viens viser une fiche spécifique qu'on appelle fiche de contrôle pour dire que j'ai contrôlé. Et après, on me dit, article 52, décret 2019-222, que je suis responsable des contrôles portant sur la réalité du service fait. Et après, tout notre dispositif de responsabilité est décliné. D'accord. Il y a Blandine Kouadjo, je suis d'accord avec toi. Hein. Elle vous remercie pour cette présentation, qui lève le voile sur la fonction et puis constate qu'il y a un suivi sérieux. Bon, elle a eu plusieurs messages comme ça. C'est un suivi sérieux qui est réalisé et les acteurs doivent en être informés. Donc, tout à l'heure, je disais que ce serait bon de présenter tout ça même au bailleur. Ça va beaucoup rassurer.
Alors, donc il y a nécessité de former les contrôleurs financiers qui interviennent. Bon, tout à l'heure on en a parlé. Alors, à part je ne comprends pas, hein, quand on dit quels sont les KPI là, qui permettent d'évaluer la performance, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Ce sont les indicateurs de performance. Ah d'accord, indicateurs de performance. Ah d'accord, les indicateurs de performance clés. Bon, donc je réponds à la question. Quels sont donc les indicateurs de performance qui permettent d'évaluer la performance du contrôleur financier? Bon, moi je verrais plutôt en termes de, peut-être pas de résultats, indicateurs de processus, un peu le tableau qu'on vient de voir. C'est ça. Alors, au niveau, bon, je vous laisse répondre. Hein. Oui, donc dans tous les cas, le contrôleur financier il est surtout attendu sur, je vais dire, ces temps de réaction. Donc, nous avons ces indicateurs-là déjà. On a présenté tout le tableau de bord. Ensuite aussi, un aspect que nous essayons de regarder, et nous le faisons apparaître dans nos rapports réguliers, c'est par exemple le taux de différé de rejet. Parce que notre travail, ce n'est pas de différer de rejeter, comme je l'ai expliqué. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir 100 dépenses bonnes. Et puis, on vise les 100 dépenses, on ne fait que les certifier. Mais j'observe aussi les taux de différé de rejet. Nous nous donnons une moyenne de 10%. Au-delà de 10%, on peut estimer qu'il y a un souci. Si moi je croise ou quand je fais mes états, je vois un ministère ou un projet pour lequel on est à 20-25% de rejet automatiquement, je vais convoquer le contrôleur financier, je vais convoquer la structure, je vais faire sortir parce que je peux sortir en temps réel tous les différés, tous les rejets qui ont été faits pour qu'on regarde ensemble. Et s'il faut construire un plan de formation spécifique au cas où c'est un besoin de renforcement des capacités, on va le construire. Si aussi il y a certains problèmes ou des préoccupations qui existent, on va essayer de les traiter. Maintenant, pour aller même dans le même sens, pour la gestion 2022, nous sommes en train de construire un dispositif de contrôle et de suivi plus renforcé de notre action. Donc il y a déjà un certain nombre d'indicateurs qu'on embarque dans nos outils, mais nous allons encore plus, je veux dire, renforcer tout ça. Voilà, donc déjà dit que les indicateurs existent, mais nous sommes dans un processus d'analyse permanente du risque. Donc nous analysons les risques de la gestion budgétaire, ça fait partie de nos missions, et nous essayons de corriger certaines procédures pour mitiger ces risques-là, mais également nous faisons une autocritique permanente de notre action pour pouvoir au fur et à mesure corriger, je veux dire, les difficultés ou les risques qui peuvent exister à notre niveau. Alors merci M. le directeur. Il y a M. Djoba du Gabon qui demande, enfin qui dit qu'au Gabon on parle de contrôleur budgétaire. Mais ici on a les deux, hein. Il y a contrôleur budgétaire, contrôleur financier. Donc je vais enchaîner avec la question de M. Camara, je crois que c'est la Guinée. Il dit, est-ce qu'il y a une différence contrôleur financier et contrôleur budgétaire? D'accord. Ok, donc on va dire qu'on a une certaine particularité en Côte d'Ivoire. Je crois qu'on ne l'a pas trop dans les autres États. Et donc en Côte d'Ivoire, si on se réfère à l'article 80 de la loi organique 2014-336 du 5 juin 2014, on va voir les missions qui incombent au contrôleur financier et celles qui incombent au contrôleur budgétaire. Ces missions-là sont reprises aussi par le décret 2019-222 dans ses articles 3 et 4. Et donc, on va noter que le contrôleur financier contrôle les ministères. Il contrôle leur démembrement. Il contrôle les représentations à l'extérieur. Il contrôle les institutions de la République. Il contrôle les collectivités décentralisées. Et il contrôle les projets avec une unité de gestion. Donc, on a déjà les projets qui sont dans les ministères et on a les projets spécifiques avec des unités de gestion. Maintenant, les contrôleurs budgétaires sont chargés du contrôle des établissements publics nationaux et assimilés. Voilà. Donc ça c'est l'article 80 qui le dit. Donc en dehors des EPNI assimilés contrôlés par, je veux dire, les contrôleurs budgétaires, nous contrôlons, je vais dire, l'essentiel des autres entités en dehors des sociétés d'État, comme ça a été dit tout à l'heure. Alors, je vois un message vraiment de l'un de nos anciens hein, dans la gestion des projets. C'est Bruno Assemia, qui a été coordinateur du PASEF. Il est, je crois, sur le CD de justice. Donc, salut collègues, doyen. Alors, il dit, félicitations donc pour cette émission et le sujet. Il a une question qui est essentielle. Quel est le rôle des ingénieurs du contrôle financier dans le contrôle de la qualité des ouvrages quand il existe des maîtres d'œuvre et des bureaux de contrôle technique? Est-ce que ce n'est pas redondant? Ok. Bon, je devais parler de ce point-là dans ma présentation, mais j'espère avoir une question là-dessus. Donc, moi je vais structurer la dépense publique. La dépense publique, nous avons des blocs.
Nous avons le bloc ordonnateur, dans lequel nous avons le gestionnaire, nous avons l'ordonnateur. Quand on est sur un projet, le coordonnateur cumule les fonctions de gestionnaire et d'ordonnateur. Et lorsque le projet atteint un certain niveau, il se peut qu'un maître d'ouvrage délégué soit désigné, soit maître d'ouvrage délégué de l'État ou par appel, je vais dire, à concurrence. Et ensuite, un bureau de contrôle ou un maître d'œuvre peuvent être mis en place. Mais tout cela sont dans le bloc ordonnateur. Je vois cette préoccupation-là qui naît assez souvent. Et lorsque l'ordonnateur, je vais dire, doit nous transmettre la dépense, elle doit avoir été regardée par le bureau de contrôle, par toutes les entités qui sont mises en place, eu égard au caractère technique de ce qui doit être fait. Maintenant, lorsque la dépense nous arrive, nous avons les trois positions. Le contrôleur financier vérifie la réalité du service fait. Et si le service fait a une certaine technicité, les textes début toujours disent qu'on se fait accompagner et nous avons nos ingénieurs. Et les ingénieurs du contrôle financier, leur rôle, ce n'est pas de se poser un obstacle. Bien au contraire, et aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, on parlait du pays 2R tout à l'heure, sur lequel nos ingénieurs sont intervenus, sur lequel... J'atteste que ça a été une très bonne expérience parce qu'on a eu des cas où la maîtrise d'œuvre vous dit que c'est achevé à 100%, mais lorsque le contrôle financier n'est pas, c'est pas atteint à 100%. Voilà, donc je vais dire, M. Bomba a répondu pratiquement à l'aspect que je voulais regarder. Voilà, nos ingénieurs nous aident à regarder de manière assez spécifique les ouvrages que nous avons. Et je voudrais aussi dire, parce que ce débat-là, ce que nous visons, c'est la satisfaction de nos populations. Chaque citoyen ivoirien contribue au budget de l'État. C'est la somme des contributions individuelles qui nous donne un budget qui est exécuté. Donc, tant que le contrôle financier arrive à faire ses contrôles en restant dans les délais, on devrait plutôt se réjouir. M. Pompa l'a dit. Moi, ici, cette tribune-là, ce n'est pas pour venir dire que tel a fait ceci, tel a bien fait, tel n'a pas bien fait son travail. C'est comment on arrive à se souder. Mais jusqu'à preuve du contraire, et ça je le dis de manière officielle, lorsque nous faisons un différé ou lorsque nous faisons un rejet, c'est suffisamment motivé. Et sur les travaux, rarement on a été pris à défaut. Tout récemment, on vient de faire une réunion à caractère technique sur un projet. Et au terme de la réunion, tout le monde a reconnu, le bureau de contrôle, maître d'œuvre, entreprise elle-même, que le contrôle financier avait raison. Parce que, avant qu'on ait les ingénieurs, et c'est pourquoi je dis qu'on travaille pour l'État de Côte d'Ivoire, nous tous, nous, contrôle financier, on est vocation État. Avant qu'on ait les ingénieurs, beaucoup préféraient bien l'ancien contrôleur financier, qui était un pur administratif, qui venait regarder un bâtiment, qui n'arrivait pas à voir peut-être certaines failles dans le bâtiment, mais qui paye mal, paye deux fois. Parce que quand un ouvrage est réalisé, si l'ouvrage est mal réalisé, les frais d'entretien vont commencer à se générer peut-être à partir de l'année ou de la deuxième année qui suit. On a des cas très flagrants. Aujourd'hui, moi, je me mets très à l'aise dans l'utilisation des ingénieurs. Je donnerai juste quelques petits exemples. On va parler de mesures de diamètre au niveau des poteaux d'un bâtiment. Mais on a eu des cas ici, lorsqu'on a commencé avec les ingénieurs, où on a un certain nombre de poteaux. C'est des poteaux de diamètre peut-être 14 qu'il faut réaliser. On réalise des poteaux de diamètre 12. On sait que le contrôleur financier n'a aucun moyen de pouvoir mesurer et vérifier. Lui, il voit les diamètres approximativement, ça ressemble à du 14 et il valide. Mais quand on a eu les ingénieurs, il s'est trouvé qu'on a été capable de pouvoir dire non, ça c'est du diamètre 12. Les quantités prévues au marché, on dit du diamètre 14. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'État de Côte d'Ivoire monte un marché, la marge de l'entreprise est déjà prévue. Et le marché, c'est un contrat d'adhésion. Et lorsqu'on vient adhérer à ce marché, on est censé l'exécuter conformément aux spécifications. Donc normalement, ça ne devrait pas déranger. Et si, en plus de la marge, certains, Dieu merci, ce n'est pas tout le monde, c'est pour ça qu'on parle de 99% des dossiers au pays 2R, veulent se faire une marge additionnelle, nos ingénieurs arrivent à le faire sortir. On a eu des cas de fourrage. Lorsqu'on fait un fourrage, le fourrage il est soit négatif, il est soit positif. Mais avant d'avoir les ingénieurs ici, tout le contrôle financier ne savait pas la nuance entre le fourrage positif et le fourrage négatif. Mais nous avons eu des dossiers où le fourrage était négatif, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. Normalement on réfère, mais c'est facturé au même coût qu'un fourrage positif.
Donc avec les ingénieurs, nous arrivons à déceler ce type de cas. Et tout récemment, ce qu'on a eu, c'est des réprofilages de routes. Mais c'est nos parents qui sont, je vais dire, dans les villages. C'est nos parents qui doivent sortir leurs marchandises. Donc nous, accepter qu'on ait nos ingénieurs pour pouvoir les regarder. Et on s'est rendu compte récemment sur un marché où on devait faire du réprofilage lourd, qu'ils ont fait du réprofilage léger. Convaincus que lorsqu'on va arriver, on va voir juste que bon, ça a été fait. Non, c'est la quantité déjà de terre à utiliser, c'est le type de matériaux, le type de compactage qu'il faut faire. Donc, ils ont fait du réprofilage léger. Et avec les ingénieurs, on a pu déceler que c'était du léger. Et on a rejeté le dossier, qu'ils aillent faire du réprofilage lourd pour que cela puisse durer suffisamment dans le temps. Donc, pour l'heure, le contrôle financier, il n'y a pas du tout de double emploi. Le bloc ordonnateur fait son travail, il soumet le dossier au contrôle financier qui lui s'appuie, parce que le contrôleur financier a le droit de s'appuyer par tout sachant, il a le droit de requérir tout document pouvant l'aider dans le cadre de sa mission. Et je rappelle aussi que normalement ce qui est souhaité pour pouvoir améliorer les délais de traitement des dossiers, c'est qu'on fasse un contrôle concomitant. Et nous disons toujours au projet, je n'ai pas suffisamment insisté là-dessus, depuis l'arrêté 029, depuis un certain nombre d'actes, il est bon que le contrôle soit concomitant. Quand je prends le projet baie de Cocody, par exemple, ils nous invitent aux réunions de chantier. Donc on participe avec eux aux réunions de chantier. Lorsque des travaux sont faits, on arrive à vérifier ensemble avec eux, de sorte qu'à terme, lorsque les dossiers viennent, nous arrivons à les libérer rapidement. Donc voilà ce que je peux dire. Les ingénieurs aident le contrôle financier à aider la Côte d'Ivoire à ce que nous ayons des livrables qui soient le plus conformes possible aux spécifications d'un marché. Et nous travaillons dans le respect de nos délais. C'est vrai que cette question revenait souvent pendant les revues de portefeuille et le doyen Bruno Assemi a bien fait de poser la question et je pense que vous avez bien répondu. Je ne voulais pas allonger davantage cette interview, ça nous fera quasiment 2 heures de temps. Je pense qu'on a beaucoup de contenu. Il y a encore des questions. Mais bon, monsieur le directeur verra comment il va organiser, il va s'organiser pour répondre à ces questions. Mais je voulais vraiment vous laisser la parole pour demander pour dire votre dernier mot. Sur les semaines qu'il y a des choses à ajouter. En tout cas, quel est votre dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous ont suivis et principalement des acteurs? D'accord. Donc le premier mot déjà, c'est vraiment à votre attention. Voilà. On a eu à échanger dans le cadre du processus de clôture du projet PI2R que j'ai eu à contrôler, que vous avez eu à coordonner, qui s'est très bien passé. Ce qui fait qu'exceptionnellement, comme je vous le disais, j'ai fait une note à mon ministre pour dire que nous sommes satisfaits. Le PI2R a pu produire... Oh, pas quoi. Non, c'est délivrable. Oui. Parce que nous avons intérêt. Voilà, je vous dis que quand un projet arrive à atteindre ses objectifs, nous, contrôle financier, on peut faire une note. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai signé la note. Et dans la note, je dis même que je serais favorable parce qu'on est un pays 2R2. Voilà, parce qu'on est un pays 2R2, parce qu'en un an et demi, ce sont des écoles, ce sont des centres de santé, ce sont des logements d'instituteurs, ce sont des hangars, ce sont des foyers, ce sont des marchés que nous avons pu livrer dans 29 régions de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Donc, question de dire qu'il est possible, avec la présence d'un contrôleur financier, de pouvoir exécuter un projet. Et lorsque le projet il est exécuté avec la présence d'un contrôleur financier, on peut dormir tranquille. On dort tranquille parce que nous prenons la responsabilité, nous, contrôleurs financiers, de certifier que toutes les réalisations prévues par le projet sont bonnes. Et bien évidemment, si ce n'est pas bon, on ne va pas viser. Ça aussi, il faut vous en assurer. Voilà, tout ce qui n'est pas bon ne sera pas visé. Tout ce qui n'est pas conforme ne sera pas visé. C'est ça notre métier. Maintenant, je voudrais rassurer en tout cas tous les acteurs. Je sais que s'agissant du contrôle financier, il y a un certain nombre d'inquiétudes qui existent. C'est pour ça que nous avons pris la peine et le soin de travailler. Parce qu'il ne s'agit pas que de spéculer, mais il faut d'abord travailler. Et nous pensons que nous sommes arrivés quand même au stade où on peut commencer à communiquer, on peut commencer à vulgariser le travail qui se fait et montrer aux acteurs qu'ensemble, nous pouvons aboutir à l'atteinte des objectifs. C'est pour ça que lorsque l'occasion s'est présentée, nous n'avons pas hésité et nous avons souhaité. Donc, nous, contrôle financier, nous sommes favorables parce qu'il y a une bonne collaboration, il y a une bonne coopération. Ce que nous attendons aussi des structures qui sont en face, c'est que ces structures-là se mettent dans les dispositions idoines pour que la collaboration soit bonne. Parce que certaines conditions
si elles ne sont pas réunies, ne vont pas favoriser la collaboration. Lorsque, par exemple, moi je dois contrôler la réalité du service fait et que vous prenez le soin de partager le tout avant de me confier, je n'ai pas les éléments pour pouvoir attester de la réalité du service fait. Et je dis à cette tribune que les contrôleurs financiers sont disponibles. Avant, nous manquions peut-être de mobilité. Nous ne sommes pas à la satisfaction pleine, mais nous avons une mobilité acceptable aujourd'hui. Et nous sommes capables de faire des contrôles en une demi-journée. Vous nous saisissez, s'il faut être là l'après-midi, on peut être là l'après-midi pour faire le contrôle. Donc le temps de dire qu'on a partagé, ce n'est pas évident. Ou vous faites une réhabilitation, vous ne nous saisissez pas. Et puis un matin, je viens voir un bâtiment, on me dit que le bâtiment a été réhabilité, ça fait 40 millions. Comment est-ce que j'évalue ce qui a été fait comme réhabilitation? Donc, ce que je fais, c'est inviter les acteurs à associer le contrôle financier, à communiquer, à partager avec le contrôle financier et à se dire que le contrôle financier, c'est leur allié. C'est lorsque vous arrivez à terme ou lorsqu'on vous dit un matin que vous avez un audit, que vous vous rendez compte que le contrôleur financier est un allié. Et maintes fois, des coordonnateurs nous ont remerciés de ce que, au terme des différents audits qu'ils ont reçus, ils aient eu le satisfecit. Ils ont compris que les différés, les rejets qu'on faisait, ce n'était pas, je vais dire, pour leur faire du tort, mais c'était pour que chaque dossier traité par l'unité de gestion respecte les conditions, respecte les critères. Donc nous sommes à votre disposition. Le contrôleur financier, c'est votre conseiller. Et au cas où il y a des difficultés, vous pouvez remonter au directeur du contrôle financier, mais nous faisons confiance aux acteurs, nous faisons confiance au dialogue de gestion que vous devez mettre en place pour que dans l'unité, je veux dire, toutes les solutions soient trouvées pour que les projets puissent atteindre leurs résultats. Voilà, je pense qu'il ne peut pas y avoir meilleur fin d'interview que ce que vous venez de dire. Je tenais aussi à vous dire merci, déjà d'avoir accepté de nous recevoir pour faire la lumière un peu sur cette fonction. Ce n'est pas tout le temps que les responsables de la maison centrale acceptent, n'est-ce pas, d'ouvrir les portes, surtout de passer en live comme ça, c'est le monde entier qui peut vous voir. Mais comme vous avez notre mentalité des managers, vous avez tous accepté. Je dois vous remercier, vous et votre équipe, votre cellule de coordination, celui de communication, tous vos collaborateurs. Merci à vous et puis on va faire une large diffusion. Parce que le type pour nous, tout ce que vous avez dit, c'est de nature bien sûr à rassurer les uns et les autres. Donc nous allons faire une large diffusion. Et puis voilà, que Dieu continue de bénir vos travaux. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tout le monde, à tous les auditeurs. Et puis on se dit à une prochaine fois. Voilà. Comme c'est maintenant qu'on déroule notre plan de communication, on aura certainement d'autres tribunes pour pouvoir communiquer. Chaque fois que j'aurai envie de passer sur ma page, je me ferai l'honneur et le plaisir de venir à vos bureaux. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci à vous. Voilà. Merci. Ok, donc on va se dire au revoir. Et puis on prend rendez-vous pour la session de jeudi. Mais en votre nom, je voudrais remercier le directeur du contrôle financier, vraiment qui a fait une belle présentation. Et puis, comme c'est la pratique, on se pratique depuis des années, vous a dit réellement ce qui se passe. Voilà, je pense que ça n'arrive pas très souvent au niveau des administrations. Beaucoup de responsables ont peur, n'est-ce pas, d'ouvrir leurs portes. Mais bon, là vous avez vu. Et comme c'est une fonction essentielle pour la réussite des projets, on a estimé qu'il était important que les uns et les autres puissent avoir vraiment la bonne information. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de laisser des commentaires s'il y en a. S'il y a des questions que j'estime essentielles, je vais lui transmettre et puis on va voir comment est-ce qu'il pourra répondre à tout ça. Merci, bonne soirée à vous et que Dieu vous bénisse. Voilà, ça me fait 2 heures. Hein? Si. Je vais juste arrêter.